J'ai même été briefé, c'était à la fin des années 90, au Need to Know chez Lockheed Martin. Étudier la technologie qui est derrière. Donc moi, après, mon idée fixe, c'était comment ça marche. Et le fameux engin donc qu'on appelle le tic-tac, le TR-3B, c'est un engin triangulaire plat qui peut se déplacer dans chaque direction, parce que les trois faces peuvent être activées pour se propulser. Dans ce film, là, il y a 34 anciens membres ou membres du gouvernement, sénateurs, un secrétaire à la défense, etc., qui parlent sur ce phénomène OVNI et effectivement qui affirment haut et fort qu'il y a des programmes secrets d'études de rétro-ingénierie. Et puis il y a David Grush qui confirme de toute façon ces programmes, qu'ils ont même récupéré des corps et des engins. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. We now have the technology to take ET home. C'est assez dingue de dire quelque chose comme ça. Oui, nous savons contrôler l'espace et le temps. Ça veut dire qu'on a des engins qui peuvent emmener des troupes à 20 000 km/h n'importe où sur Terre. Et l'annulation de la gravité va annuler la masse, donc après ils pèsent zéro. Ce qui explique par exemple les angles droits. Oui, parce que là, ils peuvent freiner. Accélération instantanée. Voilà, c'est des accélérations instantanées ou des freinages très brutaux, mais donc ça, ils sont capables de freiner sur place. En fait, ils ont une masse nulle et ils repartent dans l'autre sens. Donc visuellement, on a l'impression qu'ils font sans freiner, mais en fait, si, ils freinent, ils s'arrêtent, ils repartent. Chris, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour César, et surtout merci à toi de m'avoir invité. On a plein de choses à évoquer aujourd'hui, donc je suis ravi qu'on puisse échanger. J'avais reçu Baptiste Friskour sur un podcast pour, déblayer un petit peu le sujet autour des PAN, phénomènes aériens non identifiés. Donc on est revenu sur plein de cas récents et moins récents. Magenta, le cas du Nimitz, évidemment les auditions aux États-Unis avec bien sûr David Grush qui a été un lanceur d'alerte très médiatisé parce que au contact et assez haut dans le renseignement. Et peut-être qu'on peut finalement, même si je suis très curieux que tu puisses évidemment te présenter, parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce phénomène-là, mais peut-être d'abord revenir sur pourquoi est-ce que le sujet a pris de l'ampleur spécifiquement avec l'audition de David Grush et ce qui s'est passé un petit peu autour de tout ça. Eh bien, je crois que les auditions au Congrès qui ont repris en 2022, suite à l'affaire du Nimitz, c'était les premières auditions depuis la clôture du projet Blue Book dans les années en 69. Donc ça a été silence radio pendant 60 ans, quasiment, oui, 60 ans côté États-Unis, où ils affirmaient qu'ils ne travaillaient pas sur le sujet. Et puis après, avec l'affaire du programme d'études AATIP qui cachait un autre programme AAWSAP, les choses ressortent enfin et ça fait du bien de voir que ça y est, les médias vont être contraints, en gros, d'en parler. Alors on en parlait un petit peu dans l'échange avec Baptiste sur les programmes secrets, ce qu'on appelle le legacy programme, les black programmes, on va y revenir juste après. Mais je suis peut-être pour l'audience qui, pour certains, vont te découvrir, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton background? Et évidemment, ça va avoir un impact très important sur l'essentiel de la discussion, puisque le fait que tu sois ingénieur n'est pas anodin dans le reste de ce qu'on va dire. Oui, alors moi je me suis intéressé à l'ufologie suite à une discussion avec un collègue au travail en 2010. Alors, pour certains ufologues, je suis un jeune ufologue parce qu'il y en a qui étudient le sujet depuis plus de 50 ans. Donc je suis plutôt jeune dans l'ufologie. Donc j'étais ingénieur, chef de service dans une boîte française avec à peu près 60 ingénieurs à la fin, 60 ingénieurs électronique, informatique, optique, sur des projets internationaux. On a beaucoup travaillé au contact de groupes américains de défense comme Lockheed et Northrop. D'accord. Donc j'ai vu un peu certaines des pratiques ou la culture du secret. Alors nous, c'était des projets civils, mais il y a une culture du secret chez ces gens-là qui est extraordinaire. J'ai même été briefé, c'était à la fin des années 90, au Need to Know chez Lockheed Martin. Donc, d'accord. C'est pas courant. J'ai été plusieurs fois chez Lockheed Martin, dans des installations civiles, mais ici, il y avait des militaires pas loin. Mais donc, on est quand même un peu baigné dans ce contexte américain. Donc, je me suis intéressé déjà au phénomène OVNI, savoir quelle crédibilité on peut y apporter. J'ai étudié ça à peu près pendant 3-4 ans, en lisant des livres de référence, cherchant sur YouTube aussi. Donc ça, c'était entre 2010 et 2014. Et au bout déjà de 2-3 ans d'études, là, j'étais vraiment convaincu de la réalité du phénomène. Ce qui m'a vraiment convaincu, c'était une conférence que vous connaissez probablement, une conférence très importante qui a eu lieu en 2001, qui s'appelle le Disclosure Project, où un docteur qui s'appelle Dr Stephen Greer avait organisé des auditions avec 21 témoins
surtout des anciens militaires. Il y avait aussi des gens de la FAA, du civil, mais surtout des militaires. Et là, les témoignages sont tellement crédibles là, pour les sceptiques, ça devient quand même compliqué de dire c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. Donc cette conférence m'a vraiment, moi, aidé aussi pour pouvoir en discuter avec des collègues je voulais faire connaître aussi ce sujet, cette problématique. Après, c'est vers fin 2015, une fois que j'étais plus intéressé pour après étudier des nouveaux cas, parce que c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, ou on n'apprend plus grand-chose après, c'est puis collecter des cas supplémentaires, n'apporte pas grand-chose. Ce qui m'intéressait, c'était les cas où on pouvait étudier la technologie qui est derrière. Donc moi, après, mon idée fixe, c'était comment ça marche. Donc je m'intéressais plus qu'aux témoignages ou aux informations qui pouvaient m'aider à comprendre comment font-ils. Parce qu'on a d'un côté la science qui nous dit c'est impossible, donc ça n'existe pas, tous ces gens ont des hallucinations. Et puis de l'autre, les militaires quand même qui confirment que ça existe. Et il y a des milliers de personnes en fait qui témoignent. Donc pour moi, ça faisait comme un court-circuit dans mon cerveau. Je veux comprendre comment ça marche. Oui, puis c'est ton cerveau d'ingénieur de te dire je vois un phénomène que je ne sais pas expliquer, j'ai besoin de le rationaliser. Oui, je veux comprendre. Alors c'est comme quand quelqu'un fait un tour de magie, mais alors ça m'énerve parce que je comprends pas, ou je veux comprendre comment il a fait pour nous tromper, quoi. Et là, c'était quand même magique, trop magique. Donc je me suis dit je veux comprendre. Et j'avais donc là, j'avais pas loin de 50 ans quand je m'y suis remis, ou à peine, mais quand j'étais jeune, j'avais comme des facilités en physique. J'avais une médaille d'or pour l'Ouest de la France en physique quand j'étais en terminale. Et donc la physique était quand même quelque chose où j'étais à l'aise. Et donc je me suis dit, ok, je veux comprendre. Et donc ça a été le début de cette quête qui m'a amené à redécouvrir, à comprendre où la physique officielle, a pu se tromper. Et quelle est la vraie physique qui explique en fait tous ces phénomènes. Une grande partie qui arrive à donner des explications rationnelles, logiques, conformes à la physique. Même donc la physique newtonienne, il n'y a pas besoin de relativité générale, au contraire. Et donc, on arrive à retrouver, à donner des explications simples. Comment font-ils ? Avant qu'on parle éventuellement de quantique, de la poursuite des travaux de Tesla, et ça va être une grande partie de notre échange, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur la nature du phénomène qui t'a intéressé. Prenons par exemple, alors il y a de nombreux cas, mais on pourrait prendre le cas du Nimitz, qui a été assez sensationnel puisqu'il a fait la une du Washington Post et du New York Times, sur les spécificités techniques du phénomène qui t'ont fait te dire ok, là c'est ça que j'ai envie d'étudier, de comprendre comment est-ce que cet objet ou ce phénomène fonctionne de cette manière-là. L'affaire du Nimitz est sortie en 2017. Moi j'étais déjà quand même bien sensibilisé au sujet. J'étais à fond dans la compréhension des phénomènes. Alors je n'avais pas encore compris. C'est en 2019 en fait que j'ai vraiment compris comment ça marche. Mais le phénomène du Nimitz, l'affaire du Nimitz ne m'a pas étonné plus que ça. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être la rappeler et parler des caractéristiques justement de... Voilà, c'est le fameux engin qu'on appelle le tic-tac, qui est un peu cylindrique, un petit cylindre, et puis qui peut monter dans l'espace à toute vitesse, avec des accélérations phénoménales, redescendre pareil avec des accélérations phénoménales, passer de l'air à l'eau, plonger dans l'eau, mais sans ralentir, sans faire d'éclaboussures. Donc ces engins, c'est ce qu'on appelle des engins transmédiums. Ils ne sont pas perturbés par la présence de l'air ou de l'eau autour. Et c'est pareil, une caractéristique classique, c'est que ces engins ne font pas de bang supersonique alors qu'ils franchissent le mur du son allègrement, largement 10, 20 fois plus. Avant qu'on revienne évidemment, et ça va être encore une fois une grande partie de notre échange sur la physique, tu parlais tout à l'heure de Lockheed Martin. Il y a plein de constructeurs, de contractors américains dont on entend souvent parler justement pour avoir potentiellement été en lien avec ces programmes ou ce legacy programme, Lockheed, Northrop, Boeing, Raytheon, AT&T, il y en a tout un paquet. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur finalement ces Black Programs, ce qu'on appelle le legacy programme, que tu nous éclaires un petit peu plus sur le fonctionnement de la manière dont ça se passe aujourd'hui? Alors typiquement, les Black Programs sont toujours cachés derrière un autre programme secret, mais qui est connu publiquement. Donc par exemple, là, il y a un engin qui est très connu, qu'on appelle le TR-3B, triangulaire,
qui pour moi serait celui qu'on a vu en Belgique dans les années Dans la vague belge. 1989-90. Et celui-là, bon, tout porte à croire qu'il a été fait par Northrop Grumman. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde le planning de développement du B2. En fait, il suffit d'interroger ChatGPT, n'importe quelle intelligence artificielle. Bon, moi, j'ai plus interrogé ChatGPT, mais il y en a plein. Bon, et ils vont nous donner le planning de développement du B2 de 1980 à 1990. Et on voit que le B2 c'était le début des essais en juillet 89. Donc 6 mois avant l'affaire de la vague belge. Alors, ce n'est pas des B2 qui sont apparus à un moment de la vague belge, mais le B2 est connu, ce programme B2, pour coûter un prix astronomique. Le B2 coûte 2 milliards de dollars, chaque exemplaire coûte 2 milliards de dollars, donc plus que son poids en or. Et c'est hautement probable que, sous couvert de ce projet B2, d'autres études ultra secrètes avaient lieu. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il y a des caractéristiques qui sont très intéressantes. Le B2, alors j'ai ramené un livre qui est justement qui étudie la propulsion antigravité. Il y a tout un chapitre sur le B2, donc je l'ai ici, sur la propulsion antigravité. Je vais le montrer. Et peut-être juste une question avant ça, est-ce que le B2, c'est l'appareil qui a été utilisé au moment des frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes ? Oui, c'est cela, oui. Oui, donc c'est cet avion un peu furtif, triangulaire, là, mais énorme et qui est furtif. Oui, tout à fait. Okay. Oui. Alors, je vais montrer ce livre. Donc, ce livre, il s'appelle Secrets of Anti-Gravity Propulsion. Il est sorti quelque part en 2006, de mémoire, et écrit par un physicien ou un chercheur américain qui s'appelle Paul Laviolette. Et donc, il y a tout un chapitre. Tout le livre est consacré à l'étude de cette antigravité qui avait été cherchée d'abord ou étudiée d'abord par Thomas Thomson Brown. Et le B2 utiliserait justement des principes qu'avait découvert Thomas Thomson Brown, liés à des hautes tensions, des impulsions à haute tension. Apparemment, de toute façon, ceux qui ont étudié les caractéristiques du B2 disent mais ces moteurs sont sous-dimensionnés par rapport à l'engin, il y a un problème, quoi. Donc de toute façon, il y a quelque chose. Et donc dans les caractéristiques qui sont communes pour moi entre le B2 et le TR-3B, qui serait peut-être le grand frère de ce qui serait capable de produire. Ils ont pu étudier. Donc l'idée, c'est qu'ils ont pu étudier la poussée par antigravité, donc officiellement, mais donc financé, oui, officiellement, etc., dans ce projet B2, mais la réutiliser dans un autre engin secret, le TR-3B. Et le B2 est supposé avoir un dispositif d'électrogravité qui va accélérer donc, sur le bord des ailes. Les ailes auraient une tension de 14 millions de volts qui créerait une dépression, ça aspirerait le B2 et du coup ça lui sert de propulsion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup imaginer que ce mécanisme de propulsion peut être mis sur chaque face du TR-3B. Donc le TR-3B, c'est un engin triangulaire plat et qui peut se déplacer. Du coup, c'est facile de se déplacer dans chaque direction parce que les 3 faces peuvent être activées pour se propulser. Donc indépendamment de la sustentation qui est gérée par une autre manière, mais je pourrais y revenir plus tard. Et donc on voit que là, sous couvert d'un projet officiel, ils ont pu développer cette technologie et la réutiliser dans un projet bien caché. Et les phases d'études seraient les mêmes, les phases d'essai seraient quasiment au même moment. C'est judicieux que les 2 projets soient calés au niveau planning. Et du coup, ça paraît logique de se dire maintenant qu'on a un prototype, on aimerait aussi le tester en grandeur nature, voir la réaction des gens. Et donc pour moi, typiquement, ce Black Programme, c'est comme ça. Donc déjà, c'est pour ça que les projets officiellement aux États-Unis coûtent une fortune. Mais forcément, il faut autre chose. Une partie de l'argent sert à faire autre chose. Et donc, ils s'arrangent pour caler les plannings. Et donc, pour moi, c'est clair que le TR-3B, ou au moins ceux qu'on a vus en Belgique, c'était les premiers prototypes en conditions réelles testés en Belgique.
Et alors, d'après toi, et c'est évidemment une des questions de fin que je garderai, mais pour élargir un peu le débat, qu'est-ce qui fait que si effectivement c'est un appareil qui est disponible et que les États-Unis, que ce soit de la rétro-ingénierie d'appareils récupérés ou en tout cas une avancée technologique majeure, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui mise à jour et qu'ils énoncent le fait qu'ils utilisent ce type d'appareil? Alors ça, c'est une question très intéressante. Et alors, il y a un film qui est sorti très récemment, que vous avez vu aussi, je pense, qui s'appelle The Age of Disclosure. Alors en français, il est disponible donc avec les sous-titres sur Amazon Prime. Bon, il s'appelle là L'âge de la transparence. Bon. Et dans ce film, ils expliquent. Donc c'est un reportage, c'est un documentaire là qui est sorti en fait en salle début de l'année et puis là qui sort maintenant donc en VOD. Et dans ce film là, il y a 34 anciens membres ou membres du gouvernement, sénateurs, secrétaires à la défense, etc., qui parlent sur ce phénomène OVNI et effectivement qui affirment haut et fort qu'il y a des programmes secrets d'études de rétro-ingénierie. Bon, et puis il y a David Grush qui confirme de toute façon ces programmes, qu'ils ont même récupéré des corps et des engins. Ce qui est intéressant dans The Age of Disclosure, c'est aussi et surtout, alors c'est plutôt un documentaire grand public, on rentre moins dans le détail, mais c'est plutôt pour convaincre d'un point de vue culturel qu'il y a un phénomène. Il y a plein de membres du Congrès, que ce soit Napolina Luna, qui ont fait plein d'apparitions en disant qu'ils ont été briefés sur un certain nombre de sujets. Puis on a surtout le numéro 3 du gouvernement, Marco Rubio, qui apparaît et qui dit qu'effectivement c'est un sujet sur lequel il va falloir s'y pencher très sérieusement et que lui aussi a reçu des informations disant qu'il y avait matière à creuser. Donc ça légitime et ça rend le sujet plus simplement comme quelque chose de folklorique et qui serait lors d'une théorie du complot, mais qui est vraiment mis sur le devant de la scène. Et on pourrait presque dire, est-ce qu'il n'y a pas un agenda maintenant presque institutionnel pour faire apparaître au grand public qu'en effet, il y a des choses? Oui, là, et en fait, il y a ceux qui savent, mais ils sont très très peu nombreux, et il y a ceux qui, il y a mettons 1 pour 1000 ou 1% qui savent, et puis 99% ou 99,9% qui ne savent pas et qui voudraient savoir. Bon, et par rapport, pourquoi en fait le TR3B ou ces technologies ne sortent pas au grand public, c'est parce que donc dans ce film The Age of Disclosure, c'est bien expliqué en fait que les détenteurs du secret, c'est ceux qui chapeautent ces recherches, ces études ou ce secret. En fait, c'est la CIA. En fait, la CIA avait été créée en 1947 par Truman pour justement mettre en place le secret. Donc ceux qui chapeautent le secret, c'est la CIA qui est devenue au fil des années totalement indépendante du gouvernement américain et qui n'a plus aucun compte à rendre au gouvernement américain. Donc le gouvernement américain n'a aucun moyen de pression sur la CIA. Et après, donc la CIA s'appuie sur le département de la Commission à l'énergie atomique, ou le département de l'énergie, s'appuie sur l'US Air Force et sur les équipementiers militaires. Et tout un tas aussi de laboratoires de recherche qui font le lien. Alors peut-être des laboratoires de recherche, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment détenteurs du secret. Donc eux, ils peuvent chercher sur des choses un sujet tout petit spécifique. Truc, voilà. Mais ce phénomène OVNI va nous ramener à l'accès à l'énergie, parce que ces engins, ça marche pas au gazole, ni même avec des réacteurs nucléaires, même si il peut y avoir des prototypes, mais des civilisations avancées ont beaucoup mieux que ça, et donc sont capables d'utiliser l'énergie du vide qu'avait découvert Tesla. Et donc, on a le commissariat à l'énergie atomique, lui, détenteur de ce secret et qui fait son business avec l'énergie atomique, donc il ne veut surtout pas qu'on sache qu'il y a d'autres sources d'énergie. Bon, même s'il y a toujours le pétrole, le charbon ou l'éolien, mais avec ça, on ne va pas aller loin. Bon, donc, il y a d'un côté, eux veulent garder le monopole de l'accès à l'énergie, parce que même ça donne aussi un contrôle, l'accès donc pas que nucléaire, mais pétrole, gaz, tous les autres pays qui n'ont pas dépendent de cet accès. Et donc, en gros, le nerf de la guerre, c'est l'accès à l'énergie, que ce soit nucléaire, mais surtout aussi pétrole, gaz. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Bon. Et par ailleurs, les autres détenteurs du secret, ce sont les fournisseurs d'armes, ou d'équipements militaires, les Lockheed Martin, Northrop, Raytheon, Boeing, qui, eux, pareil, ils vivent... une guerre, c'est bon pour le business, pour ces gens-là. Donc, pareil, si on dit il y a des solutions à de l'énergie illimitée, pourquoi se taper dessus pour des champs de pétrole ou de champs de gaz s'il y a des solutions
qui se passe de ça. Ouais. Donc, ça, naturellement, ça réduirait très fortement ou très probablement les sources de conflit, et du coup, tous ces équipementiers vont perdre tout leur business qui est fondé sur des guerres permanentes un peu n'importe où dans le monde. Ce qu'on peut entendre aussi, et ce qui pourrait être légitime, c'est que s'il y a ces révélations qui sont faites, ça pourrait donner des idées à des nations un petit peu moins sympathiques d'accéder à ce type de technologie. Et du coup, c'est aussi ce qu'on peut entendre, hein, une fonction pour eux de garder un contrôle sur le fait qu'il n'y ait pas un mauvais usage de ces nations technologies. sympathiques, pour moi, c'est l'ensemble de l'humanité, ou même les pays les pays moins développés ou qui n'ont pas de pétrole. Même en France, on serait très content, je pense, de trouver des solutions alternatives, vu qu'on n'a pas de pétrole, mais qu'on a des idées. Bon. Paraît-il. Mais donc, ou qu'on en avait. Bon. Et donc, c'est tout ce monopole, mais alors qu'il soit américain, mais aussi russe. Alors, bien sûr. les Chinois, eux, je pense, eux dépendent quand même du pétrole, gaz des autres pays, mais comme alors ils sont très impliqués apparemment dans ces projets, mais aucun de ces trois grands n'a intérêt à dévoiler, parce qu'après tout le monde va s'y mettre. Bien sûr, c'est et ça. donc, C'est tout à fait, c'est un secret qui est gardé jalousement depuis 80 ans, et chaque année qui passe, c'est une année de plus pour prendre de l'avance sur le reste du monde. Ouais. On parlait juste avant de Lockheed Martin, on en avait parlé un tout petit peu en off dans l'émission. Ben Rich, qui a été le patron de la division Skunk Works, donc il va pouvoir nous en dire un mot, a eu cette phrase à la fois dingue, mais pas si énigmatique que ça, mais en tout cas qui pose beaucoup de questions. We now have the technology to take E.T. home. C'est assez dingue de dire quelque chose comme ça. Oui. Oui, il disait aussi que nous avons dans le désert des technologies qui sont au-delà de tout, qui ont plus de 50 ans d'avance. Alors ça, c'était dans les années 90 qu'il disait ça, hein, donc il s'est passé encore 30 ans depuis. Donc là, cette déclaration-là, qu'on a les moyens de ramener E.T. à la maison, c'était en 93. Et est-ce que tu peux rappeler juste qui est Ben Rich et ce qu'est Skunk Works? Oui, donc Lockheed Martin, c'est donc le numéro 1 de la défense aux USA, le plus gros groupe de défense dans le monde. Alors peut-être qu'il y a des groupes chinois aussi gros qu'eux, mais au moins côté occidental, c'est Lockheed Martin. Et il y a la branche des Black Programs, des programmes secrets qui s'appellent les Skunk Works. Et Ben Rich a été, après Kelly Johnson, donc le tout premier, il y a eu Kelly Johnson dans les années 50 avec les U-2 ou SR-71. Et après, il y a eu Ben Rich qui a dirigé à la suite de Kelly Johnson. Et qui a fini, il a arrêté quelque part dans les années 95, par là, parce qu'il est décédé, pour moi, quelque part en 95. Et c'est justement, juste avant de mourir, quasiment, qu'il avait dit ça aussi à un journaliste, que nous avons dans le désert donc des équipements qui ont plus de 50 ans d'avance sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ce que vous pouvez imaginer, nous savons le faire. Ouais. Et il y a eu encore une autre déclaration récente. Là, c'était en mois de mai ou juin de cette année. Du Pentagone. Alors là, c'est le conseiller scientifique du Pentagone qui s'appelle Michael Kratsios, donc à la Maison-Blanche, qui est un grec mais qui travaille à la Maison-Blanche en tant que conseiller scientifique, et qui a affirmé nous savons contrôler l'espace et le temps. Ça laisse pantois. Hein. Oui, et il y avait eu déjà en 2019 toute une conférence d'un général qui s'appelle le général Michael Quast. Lui, c'est le général qui est à l'origine de la création de la Space Force. Alors, il n'a pas été nommé à la tête de la Space Force après, mais c'est lui qui a poussé pour ça. Et déjà en 2019, il disait ça déjà, que nous avons l'énergie libre. Et nous savons, il disait en 2019, nous savons nous déplacer de n'importe quel point sur Terre à n'importe quel autre point sur Terre. Alors donc ça fait, la Terre fait 40 000 km de circonférence, donc la distance la plus longue c'est 20 000 km, la moitié, selon par où on passe. Donc en moins d'une heure. Donc ça veut dire qu'on a des engins qui peuvent emmener des troupes à 20 000 km/h n'importe où sur Terre. Ça, c'était déclaré le créateur de la Space Force. C'est pour ça qu'ils ont créé la Space Force, parce qu'ils ont voulu en fait forcer la main. Alors, c'est ça qui est très intéressant aussi. Il y a vraiment une guerre entre les différentes branches, entre les équipementiers, les branches de l'armée américaine. Qui se réapproprie la technologie, Oui, en fait. Oui, alors ça, c'est déjà expliqué aussi dans le livre du colonel Corso, que j'ai là aussi. Donc ce livre, il est très intéressant aussi. Alors ça, c'est un must dans l'ufologie. C'est donc The Day After Roswell, au lendemain de Roswell.
Et donc dans ce livre, qui a été écrit par le colonel Corso, qui était aussi un acteur majeur alors, juste après la guerre, c'est lui qui a mis en place le gouvernement américain en Italie, en fait, la reprise après la guerre. Et donc il a été au contact après au Conseil national de sécurité avec Eisenhower. Bon. Et donc, colonel Corso, dans ce livre, il explique. Donc c'était juste après Roswell, et donc là, les militaires étaient conscients. Donc Roswell, c'est confirmé dans The Edge of Disclosure. Roswell a bien eu lieu. Donc certains militaires étaient au courant que ces soucoupes existaient, au moins celle-là. Et donc, c'était la guerre des services entre la CIA, le département de la Défense, l'US Army, l'US Navy. Tout le monde essaie de récupérer les infos. Donc il ne faut pas croire que tout le monde rame dans le même sens. C'est vraiment, il y a des luttes, comme partout, des luttes d'influence entre les différentes branches. Et c'est ce qu'on sent poindre aussi dans le message que Marco Rubio évoque dans The Age of Disclosure. C'est presque une crainte que, par ce souci d'ultra-compartimentalisation, finalement la Chine les rattrape parce qu'il y a un tel culte du secret qu'en fait on ne permet pas l'innovation. Ah oui, ça peut être effectivement un énorme frein, parce que chacun va réinventer quelque chose qui a déjà été développé à côté, mais ils ne savent pas. Et donc, dans cette guerre des programmes secrets, ou ces luttes, cette compétition, pas plus une guerre, plutôt une compétition, cette compétition entre les programmes secrets, ce qui apparaît, c'est qu'on a quand même deux grosses lignées de programmes secrets, une lignée US Air Force et une lignée US Navy. Donc là, en fait, le film The Edge of Disclosure évoque surtout l'US Air Force, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont les plus avancés dans ces programmes secrets, c'est l'US Navy, et de très très loin. Parce que, en fait, pour aller dans l'espace, l'US Air Force a fait des missions, mais une mission du US Air Force, c'est 12 heures. En gros, ça peut être quelques heures pour un vol, aller à l'autre bout de la planète. Bon, mais c'est une mission courte, en fait. Mm-hmm. L'US Navy, eux, ils sont habitués. Ils partent X mois en mer, en mission, ou dans des sous-marins. En fait, quand vous partez 6 mois en mer avec un sous-marin, vous avez toute la logistique pour vivre en milieu confiné pendant des semaines. Ouais. Et donc, quand on y pense, en fait, c'est l'US Navy a toute la logistique, tous les protocoles pour vivre en autarcie dans un milieu hostile. Et l'espace profond, c'est un peu comme la mer où on sait. Là, il faut gérer une pression, mais qui est inversée, mais qui est juste, en fait, la pression est inversée à moins 1 bar, alors que sous l'eau, ils savent gérer des dizaines de bars. Bon. Et ce qui est très intéressant aussi, donc là, j'ai aussi un autre livre qui explique la mise en place des programmes secrets côté US Navy, et là, ça remonte à 1942. OK. 1942, donc 5 ans avant Roswell. Et c'est ça, la vraie date de démarrage des programmes secrets aux États-Unis, c'est 1942. D'accord. Tu évoquais tout à l'heure, quand on parlait de Ben Rich, le SR-71. Il est apparu qu'il y avait des matériaux propriétés électromagnétiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces différences technologiques autour de ce qu'a pu faire Skunkworks, donc cette division des programmes cachés? Alors, je ne sais pas dans le SR-71 s'il y a de la techno électromagnétique. Par contre, il y en a dans le B2, ça c'est sûr, parce qu'il y a une vidéo. Donc, il y a 2 vidéos qui sont très intéressantes pour voir à quel point, justement, le TR-3B, je comparais tout à l'heure, le B2 et le TR-3B. Mm-hmm. Et ça, c'est une vidéo que Jean-Pierre Petit avait mis en ligne sur le B2, où on voit à un moment un B2 en vol, et puis il y a une bulle de plasma qui apparaît sur le dos de l'aile, peut-être même un peu en dessous, je ne sais plus trop, mais il y a cette bulle de plasma qui apparaît, alors que le B2 est en vol et tout. Puis après, cette vidéo, ils ont tout fait pour la cacher. Supprimer, ouais. Donc on a cette vidéo du B2 qui montre cette bulle, et il y a une autre vidéo aussi du TR-3B qui, soi-disant, serait au-dessus de Paris. Et pareil, il fait la même bulle. Okay. Et il disparaît après dans un éclair. Et c'est la même bulle. Donc,
c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement donc c'est de la propulsion qui n'a rien à voir avec la propulsion à réaction, Bien sûr. mais on voit là, donc comme je disais, pour moi, l'hypothèse, c'est quand même que la technologie du TR3B et du B2 sont très similaires. Ouais. Et là, forcément, ça nous amène à l'interaction entre gravité et électromagnétisme, et ce que la physique officielle n'a pas compris, mais ce qui est maîtrisé maintenant dans ces black programmes, en fait, c'est la physique fondamentale et comment l'électromagnétisme interagit avec la gravité. Et ça, alors en refeuilletant le livre tout à l'heure que j'ai présenté tout à l'heure, ce Secrets of Anti-Gravity Propulsion, je suis retombé justement sur une page où ils expliquaient que la Navy, donc c'était même avant 1942, ils étaient en train des ouvriers qui soudaient des coques de bateaux ou de sous-marins avec des appareils, des postes à souder gigantesques et des tensions électriques énormes, étaient tombés sur des phénomènes où les pièces devenaient invisibles, où ils étaient tombés sur des phénomènes totalement inconnus, voire même où des pièces disparaissent ou devenaient invisibles. Et ça serait, selon ce que raconte le livre, l'origine de l'expérience de Philadelphie qu'a menée l'US Navy en 1943, qui était un projet d'invisibilité, mais qui était suite à cette constatation qu'ils avaient vue sur les chantiers de la Navy, quoi. Incroyable. Voilà, ça serait l'origine du projet, quoi. Et après, ils ont impliqué Thomas Thomson Brown et Tesla dans ce programme pour tenter de maîtriser cette invisibilité radar. Mais en fait, ils sont allés bien au-delà. Et ils sont tombés sur des phénomènes de téléportation et de fusion du métal et tout. Ils ont trouvé des choses qu'ils ne maîtrisaient pas et ça s'est très très mal fini. Mais l'expérience de Philadelphie a apparemment, effectivement, réellement existé, quoi. Donc il y a un film super sur cette expérience et il faut vraiment le voir. Je connais que la version américaine, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais... Bon, en tout cas, on mettra les liens en description. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du concret, vif du sujet de la physique, finalement des limites de la physique actuelle par rapport à ça, on en avait parlé un petit peu en off et tu m'avais évoqué Ralph Ring. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, notamment sur les tests qu'il a pu faire sur tout ce qui est non conventionnel? Oui, alors, il y a Ralph Ring, c'est un gars qui a connu Tesla en 1920, pendant 3 ans, 1925 à 1928, parce que Ralph Ring était à l'époque jeune étudiant, il travaillait à l'hôtel où habitait Tesla. Sur la fin de sa vie, Tesla a vécu en permanence dans des grands hôtels. Et Ralph Ring travaillait dans l'hôtel où était Tesla, et Tesla avait fini par lui transmettre des informations secrètes sur ses projets, quoi. Et donc Tesla a fini par communiquer à Ralph Ring les plans d'un engin conçu par Tesla, et que Ralph Ring a monté ensuite. C'est pas Ralph Ring, c'est Otis Carr. En fait, Ralph Ring, c'est son collaborateur. Donc en fait, c'est Otis Carr qui a connu Tesla. C'est Otis Carr qui a voulu monter cet engin, et après Ralph Ring est quelqu'un qui s'est retrouvé, qui a été le pilote en fait de cet engin. Alors j'ai une chaîne YouTube où j'ai un certain nombre de vidéos. Vous pouvez trouver une vidéo qui explique cette histoire aussi. Ça doit être la numéro 84 de mémoire. Bon. Et donc la Otis Carr, dans les années 50, c'est en 58, il passait à la radio, comme quoi il avait développé cet engin. Alors cet engin qui s'appelle l'OTC X1. Donc Otis Carr prétendait vouloir faire des voyages sur la Lune et que sous quelques mois, les billets seraient en vente. Et donc il passait sur des interviews à la radio. Et Ralph Ring, lui, était il y avait une petite équipe, et lui, c'était un ancien responsable sur le bateau le commandant Cousteau de la Calypso. C'était un plongeur d'essai. Et après, sa femme lui a dit t'es jamais là, on revient. Bon, et donc il a trouvé un boulot Ralph Ring a trouvé un boulot dans des labos d'électromagnétisme aux USA. Et
Et en fait, il s'est rapidement fait virer de ses labos parce qu'il trouvait des solutions trop rapidement et il avait résolu 3 problèmes sur lesquels bossaient les chercheurs en quelques semaines ou quelques mois. Et puis son patron lui a dit « Non, mais on n'est pas là, on n'est pas payé pour trouver, on n'est payé pour chercher. » Parce qu'en fait, le fait qu'il trouve la solution, le projet s'arrêtait. Ils n'avaient plus de budget, ouais. Voilà. Et donc, il s'est fait virer, Ralph Ring s'est fait virer de ce premier employeur donc dans le domaine de l'électromagnétisme, et après, s'est fait embaucher dans l'équipe de Otis-Carr. Et ce projet, donc, on a tous les plans. Donc, il avait Otis-Carr avait déposé les plans de cet engin. Il y a un brevet pour maquiller. En fait, il fait passer ça pour une attraction de fête foraine. Donc, c'est une attraction de fête foraine, une soucoupe. Et donc, ça s'appelle le Amusement Device, ce brevet. Et alors, on a les plans mécaniques, mais pas le schéma électrique. Bon, même si moi, j'ai une petite idée de comment ça marche. Et là, ce qui est encore très fort, c'est que cette soucoupe donc de Otis-Carr, il y a une boule de cristal qui a un rôle majeur dans l'interaction, en fait, dans le pilotage, dans l'interaction avec la conscience. Donc là, on arrive à des technos qui sont encore bien au-delà, même des technos qui peuvent être utilisés, qui sont publiés dans certains programmes secrets, publiés ou que nous, on a que certains lanceurs d'alerte ont pu donner donc dans les programmes secrets, mais j'ai pas trop vu encore dans les programmes secrets, dans ce qui a fuité, d'interaction avec les cristaux. Alors que on a d'autres informations par ailleurs, où là, les cristaux, c'est une science qui est effectivement ultra avancée et maîtrisée dans les engins antigravité des civilisations avancées. Donc là, il avait encore une longueur d'avance, Otis-Carr, en 58. Et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur Internet, qui ont été publiées, qui sont... justement, on y vient sur les limites de la physique actuelle. Quand tu t'es intéressé au phénomène, effectivement, tu t'es rendu compte que ça ne correspondait pas à la physique telle qu'on la connaissait. On a parlé un peu de Tesla, et on va vraiment, évidemment, revenir sur tout ça. Mais pour toi, quelles sont les limites du coup, de la physique actuelle et comment les dépasser ? C'est un peu une catastrophe. Quand on étudie, alors, en fait, j'ai découvert, mais il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va. Déjà... Alors, on ne sait pas trop ce que c'est la gravité. On dit, depuis Einstein, on nous dit la gravité, c'est une torsion, une courbure de l'espace. Mais comment la matière courbe l'espace ou l'énergie courbe l'espace, il n'y a pas d'explication. C'est un résultat, une constatation. Donc après Einstein, de là, des idées d'Einstein ont découlé la relativité générale, la relativité restreinte puis générale. Mais cette relativité générale est mise à mal avec la cosmologie, qui bute maintenant sur des gros problèmes. Il y a un premier problème, donc une première limite à la relativité générale qui a été identifiée. Donc ça, c'est avec les galaxies spirales. Donc là, ça, c'était déjà dès les années 30 avec un astronome ou astrophysicien qui s'appelle Franz Zwicky, qui avait découvert que les étoiles à la périphérie des galaxies ont une vitesse après qui se stabilise, alors que la vitesse devrait se réduire. Donc ça, c'est une anomalie qui a été après reconstatée par une autre astrophysicienne dans les années 60, Vera Rubin. Et donc là, c'était un gros problème. Donc c'est un gros problème de la cosmologie actuelle. Et donc les physiciens, pour sauver les meubles, en gros, introduisent maintenant la matière noire, dire il y a... de la matière supplémentaire qu'on ne voit pas pour expliquer pourquoi les étoiles iraient à cette vitesse-là de manière stable. Et donc, il va falloir trouver comment on met un halo de matière noire, comment positionner le halo de matière noire pour expliquer cette courbe de vitesse. Donc là, c'est un gros sparadrap dans la théorie de la relativité générale. Et il y a un autre gros problème aussi à la théorie de la relativité générale, c'est que cette théorie dit que les galaxies, on a vu donc dès 1929 avec la théorie du Big Bang ou le décalage vers le rouge, le redshift des galaxies, on en a supposé qu'il y avait eu un Big Bang et puis que maintenant elles conservent leur vitesse ou elles accélèrent. Normalement, même si elles s'éloignent, elles devraient quand même ralentir l'éloignement. Leur vitesse devrait ralentir parce que ça fait comme un gros ressort. La gravité entre toutes les galaxies devrait les attirer quand même ou freiner leur course. Et donc l'expansion devrait ralentir. Sauf que l'expansion, telle que mesurée,
accélère. Donc là, pareil, gros Pose des problème. Et là, on introduit l'énergie noire. Donc on rajoute de la matière noire, de l'énergie noire. Ça, c'est en cosmologie. Il y a donc ça, c'est la cosmologie, mais à côté de ça, donc il y a l'électromagnétisme qui a été basé. La théorie de l'électromagnétisme a été créée par James Clerk Maxwell entre 1865 et 1873. Et toute cette théorie est basée sur l'existence d'un éther qui remplissait le vide. C'était les théories de Tesla. Voilà, c'était de toute façon la science de l'époque. C'était un fait établi que le vide est plein de quelque chose, comme un gaz très subtil qu'on appelle l'éther. Et toute la théorie de Maxwell de l'électromagnétisme, donc théorie, toutes les équations qui sont validées aujourd'hui, qui sont utilisées tous les jours, en fait, découlent de cette hypothèse d'un éther. Et tout a été construit là-dessus. Oui. Et Einstein, lui, a supprimé cet éther, alors que déjà, donc, il y a un gros problème entre la relativité générale et l'électromagnétisme, parce que l'électromagnétisme a besoin d'un éther pour expliquer comment le champ magnétique, le champ électrique se transmettent dans le vide. C'était l'hypothèse de cet éther luminifère. Et même les physiciens aujourd'hui, si on a supprimé l'éther, ne savent pas dire c'est quoi un champ électrique, c'est quoi un champ magnétique, parce que le vide est vide, officiellement. Alors que dans les théories de Maxwell, en fait, le champ magnétique, c'était lié à un tourbillon d'éther. Ça mesure ce qui s'appelle la vorticité. Donc le champ magnétique, c'est la vorticité. Vous avez un tourbillon et on va mesurer en gros la vitesse du tourbillon. Okay. Ça, c'est le champ magnétique. Et le champ électrique, ça va mesurer un peu une pression électromagnétique due à des mouvements pareils de torsion. Donc ça va être la composante champ électrique. Mais si maintenant vous enlevez l'éther, aucun physicien aujourd'hui sait expliquer c'est quoi un champ électrique, c'est quoi un champ magnétique, c'est quoi une charge positive, c'est quoi une charge négative. Ils disent mystère, quoi. Ce ne sont que des mystères. Ouais. Il y a rien n'est expliqué. Pareil, Einstein suppose que toute la base de la théorie de la relativité générale, c'est de dire un champ de gravité est équivalent à une accélération. On ne sait pas faire la différence. C'est impossible, mais c'est vrai, c'est impossible de faire la différence entre un champ de gravité et une accélération. Mettons, vous êtes dans un caisson fermé, vous ne savez pas dire, mettons, si vous êtes posé vous faites une expérience de physique pour mesurer la gravité ou pour détecter la gravité, mais c'est impossible de définir, si vous êtes enfermé dans ce caisson, vous n'avez pas de fenêtre, rien, si vous êtes posé sur Terre au repos, ou si vous êtes dans l'espace en train d'accélérer à 1G, qui est l'accélération de la Terre. Oui. Vous ne pourrez pas faire d'expérience de physique qui permettra de comparer décider. d'avoir la différence. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'équivalence d'Einstein, qui est vrai, mais pareil, Einstein ne sait pas expliquer pourquoi c'est vrai. Ouais. L'autre, il y a des erreurs, des problèmes, il y en a plein. Il y a aussi, donc là, quand on va à la physique quantique, donc la physique quantique, eux sont partis des hypothèses d'Einstein. Einstein est aussi l'un des pères de la physique quantique. Ouais. Il était dans les équipes dans les années 20, 25, 30. Et les physiciens avaient repris, surfaient, de toute façon, la science surfait sur les succès d'Einstein et de la relativité générale à partir de 1919. Et donc, ils avaient repris ces hypothèses d'un vide qui est vide. Donc, ils se sont intéressés à l'infiniment petit en partant de ce vide qui est vide. Mais après, ça pose plein de questions parce que il y a eu De Broglie qui a dit la matière est une onde. Alors, c'est quoi la matière et puis une onde de quoi? Oui. Une onde de quoi? La matière est une onde, mais une onde de quoi? Parce que le vide est vide. Donc, déjà, ça paraît tiré par les cheveux. Alors, c'est Schrödinger qui a trouvé l'équation d'onde. Il a trouvé l'équation qui est la base de la physique quantique, qui s'appelle l'équation de Schrödinger. Cette fameuse expérience du chat de Schrödinger. Bon, alors ça, c'est plus un concept. C'est pas vraiment une expérience. Il n'y a pas eu d'expérience réelle, mais bon. Mais donc Schrödinger a trouvé cette équation de cette onde, l'équation d'onde qui est la base de la mécanique quantique. Et donc, dedans, il y a cet inconnu, c'est qu'on appelle la fonction d'onde. Mais là, ils ne savent pas. Ils sont longtemps, Schrödinger s'est longtemps posé la question, c'est quoi mon inconnu? Mon inconnu dans mes équations, qu'on appelle psi, la fonction d'onde, c'est quoi? Et
Et donc là, il y avait différentes écoles, côté physique quantique, entre l'école de Copenhague et puis après Schrödinger et d'autres. Et c'est Max Born, un autre physicien, qui lui a dit ça doit être une densité de probabilité de présence. Donc ça dit en gros si la particule a une chance d'être là ou pas là. Bon. Mais Schrödinger n'était pas d'accord avec ça, parce que non, ça ne lui plaisait pas. Et rien aussi que le savoir si une particule, c'est juste un point ou autre chose qu'un point, et dans les théories auxquelles j'aboutis, je retrouve ce qui était en gros l'hypothèse à la fin du 19e siècle, c'est qu'une particule, c'est pas un point, mais c'est un vortex d'éther. Et donc Schrödinger, pour lui, c'était effectivement une particule, c'est plutôt quelque chose de distribué, mais c'est pas ponctuel, et ça change tout. Quand tu parles d'éther, certaines personnes parlent d'ondes scalaires. Est-ce que c'est la même chose, mais simplement un vocabulaire différent, ou c'est rien à voir? Alors je vais expliquer. Il y a trois concepts. Donc l'éther, il faut imaginer comme un gaz ou comme un océan de l'eau au repos. Bon, donc ça, c'est l'éther qui remplit l'espace. Ok. Ce fameux vide-plein dont tu parles. Voilà. Et cet éther a une certaine pression. Et même, c'est une pression qui est gigantesque. C'est des millions de tonnes par millimètre cube. En gros, c'est entre 1 et 2 millions de tonnes par millimètre cube. Donc ça paraît surréaliste, mais la physique quantique, elle arrive à des chiffres encore plus fous. Donc en fait, la physique quantique, il faut multiplier cette densité par 1 suivi de 70 zéros. Donc on se dit, bon... Mais en fait, ce chiffre-là de cette densité d'éther, en fait, c'est équivalent à la densité du proton. Vous prenez un proton, prenez sa masse divisée par la taille du proton, le volume du proton, c'est cette densité en fait. Bon. Et donc l'éther, imaginez que c'est comme un gaz ou un fluide. Donc, on va dire que c'est un fluide. Et c'est un fluide qui est particulier, c'est ce qu'on appelle les fluides parfaits. Alors on a un exemple de fluide parfait, c'est l'hélium 4. Refroidi en gros en dessous de 4 Kelvin, c'est un fluide parfait. Et là, justement, ça a des propriétés extraordinaires. Bon. Donc, il faut imaginer un océan de ce fluide. Et c'est un fluide qui a zéro viscosité. Donc, c'est ultra... Vous ne pouvez pas être plus fluide que ça, quoi. Donc, ça bouge ultra facilement parce qu'il n'y a aucun frottement. Oui. Et donc, dès que vous lui donnez un peu d'impulsion, il va se mettre à bouger. Et ce qui est le plus facile pour un fluide, c'est de tourbillonner, justement. Quand vous avez de l'énergie, de la vitesse à dissiper, ou le plus simple, c'est de concentrer. Voilà, ce ne sont que des vortex, parce que c'est beaucoup plus dur de mettre en mouvement un fleuve. Vous voulez pousser tout un fleuve, il faut mettre en mouvement toutes les particules du fleuve. Alors que si vous avez de l'énergie à injecter, vous faites un tourbillon. Le tourbillon, il est local et il va concentrer un maximum d'énergie, mais vous n'avez pas besoin de mettre trop de particules en mouvement. Donc naturellement, un fluide, un superfluide, dès qu'il a de l'énergie, ce ne sont que des tourbillons. Ouais. Bon. Et alors, ce sont que des tourbillons. Et puis, il y a une certaine pression. Donc, il peut y avoir une pression statique et une pression dynamique. Bon. Et alors, les ondes là-dedans, donc, il y a deux types d'ondes. Il y a ce qu'on appelle, donc, en physique, on peut distinguer les ondes longitudinales et les ondes transverses. Donc, alors, les ondes longitudinales, c'est comme une onde sonore. Donc, vous avez un haut-parleur qui va activer le son. Donc, ça, c'est l'onde longitudinale. C'est ce qu'on appelle aussi une onde de compression. Parce que c'est des mouvements, c'est de la pression, c'est la pression qui fluctue en fait au fil du temps. Donc ça, c'est une onde de pression. Et justement, dans le vide, Einstein avait prédit que ces ondes existent. Einstein les appelle les ondes gravitationnelles. Ouais. Donc ça, c'est donc les ondes gravitationnelles. Mais on a réussi à prouver et à détecter il n'y a pas si longtemps. Mais donc ces ondes gravitationnelles, ce sont pour moi simplement des ondes longitudinales qu'on appelle aussi ondes scalaires. Donc il y a tout ça, c'est le même nom. Ça, c'est donc les ondes scalaires. Donc c'est une onde de compression dans cet éther. D'accord. Bon. Et il y a un autre type d'onde, l'onde classique hertzienne, qui est donc l'onde électromagnétique, qui, elle, va se propager, mais c'est une onde transverse. Et donc, elle va avancer comme ça, mais les champs électriques et magnétiques, eux, sont dans le plan. Bon. Donc ça, c'est une onde transverse. Okay. Et
Donc, la physique actuelle, par les équations de Maxwell, ne reconnaît que l'existence des ondes transverses et a zappé ou passe sous silence, ou a perdu en fait. Les équations de Maxwell actuelles ont perdu les ondes scalaires comme solution. Parce qu'il y a eu une simplification dans les équations de Maxwell qui fait qu'on ne peut plus les retrouver. Donc la physique actuelle dit non, ça n'existe pas. Ouais. Et alors que donc là, on a perdu la moitié. Et on sait pourquoi Oui, on a perdu la moitié de l'électromagnétisme. Donc, ouais. il y a tout un spectre de possibilités ou d'effets physiques dont on se prive parce qu'on n'exploite pas les possibilités des ondes scalaires. C'est comme quand vous regardez les ondes électromagnétiques selon la longueur d'onde. Vous avez les très longues longueurs d'onde, les ondes radio. Après, vous allez arriver vers l'infrarouge. Après, vous arrivez vers le spectre la lumière. Après, l'ultraviolet. Et après, vous allez attaquer les rayons X, les rayons gamma. Donc, il y a, pour le même phénomène physique, il y a tout un spectre d'effets variés. Les ondes scalaires, c'est pareil. Selon la fréquence de cette onde scalaire, vous allez avoir soit des phénomènes lumineux, soit de l'antigravité. Donc, vous pouvez rendre vous pouvez soit pousser, soit attirer. Vous pouvez faire un rayon tracteur. Vous pouvez faire de la chaleur. Donc, vous pouvez interagir avec la conscience. Donc, tout ça, c'est des choses que Tesla avait découvert. Selon la fréquence de l'onde scalaire, on va faire des choses différentes. Ouais. Voilà. Et il y a encore une autre terminologie qui existe dans le milieu ufologique, alors surtout qui vient surtout pour moi du RSS ou de Russie, c'était la notion de champ de torsion. Et pendant longtemps, moi je m'étais demandé, c'est quoi la différence entre une onde scalaire et un champ de torsion ? Et j'ai compris récemment, il y a 1 an ou 2, en fait, quand on va faire interférer 2 ondes scalaires, j'ai des vidéos qui montrent ça dans mes conférences. Quand on fait interférer 2 ondes scalaires, les 2 ondes scalaires vont à 90 degrés, par exemple, ça va créer des tourbillons locaux à l'endroit où les ondes se croisent. À sens inverse. Oui, c'est ça. Donc, le fait de faire interférer 2 ondes planes va créer 2 tourbillons contrarotatifs à l'endroit où les 2 ondes planes se croisent. Et ces 2 tourbillons contrarotatifs vont pouvoir emmagasiner de l'énergie et entraîner l'environnement pour créer cette double hélice. Ouais, et donc ça, c'est le fameux rayon de la mort de Tesla, que Tesla avait mis au point dans les années 40, ou 40 ou fin des années 30. Mais donc c'est l'exploitation de 2 ondes scalaires qui va concentrer de l'énergie de manière torsadée. Et c'est ça les fameux champs de torsion. Ouais. On va parler après de comment est-ce que ça s'applique concrètement, dans que ce soit la rétro-ingénierie, le TR3B ou le Fluxliner. Mais avant ça, est-ce que tu as connaissance de physiciens aujourd'hui qui bossent principalement sur ces problématiques-là ? Alors en France, je ne sais pas trop. Alors en URSS, c'est des choses qui sont connues depuis les années 50. URSS ou en Russie. Oui. Donc, voilà. Donc ce sont des choses qui sont connu, où un des pionniers de cette physique s'appelle Nikolai Kozyrev, qui était un astrophysicien qui avait été mis au goulag, etc., et qui avait du coup étudié, où il avait compris aussi qu'il avait qu'une tartine à manger de pain sec par jour, et il dit mais pourquoi je meurs pas, etc. Il avait compris qu'il captait de l'énergie de l'environnement, et il y a de l'énergie subtile, qui s'appelle aussi le chi, le ki, le prana. Elle a différents noms dans différentes cultures. Et Kozyrev en est venu à étudier les champs de torsion, aussi des notions de ce que c'est le temps, donc il y a, et la conscience, les interactions avec la conscience. Donc il y a tout un domaine, tous ces domaines de la physique qui ne sont absolument pas couverts par la science officielle. Et alors on a vu... il n'y a pas très longtemps, c'était, je ne sais plus, c'est 2017 ou 2019, il y a un avion russe qui passe au-dessus d'une frégate de l'OTAN ou américaine en mer Noire, et puis l'avion a tout éteint, la frégate, il n'y avait plus un seul appareil qui était en état de marche, et
en fait, les Russes maîtrisent ces technoscalaires. Je suis convaincu que voilà, ils sont très très avancés dans ces technoscalaires. Alors, il y a même un autre exemple, pareil. Ça, c'était le discours de Poutine du 1er avril 2018. C'est quand il a présenté le Kinjal et tous ces armes hypersoniques. Extraordinaire. Dans cette vidéo, ce discours, il y a dedans, il présente les différentes armes. Et à un moment, il présente une vidéo. Alors, quand il montre une arme qui va à Mach 20, alors je ne sais plus le nom de cette arme-là, si c'est le Kinjal ou si c'est une autre, qui va à Mach 20, et il montre qu'elle tourne en vol, et il y a des dômes, et en fait, ça, c'est des boucliers Tesla, boucliers plasma que maîtrisent les Russes. Et il y avait eu un essai, j'ai une photo, moi, en Sibérie, il y avait une boule énorme de plasma qui était apparue, qui a fuité, c'était apparu dans le ciel et tout, mais c'était un essai russe de bouclier plasma, ça en octobre 2017. Donc il n'y a pas grand monde a compris ce que c'était, quoi. Ouais. Si tu veux bien, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Townsend Brown, qui a aussi travaillé sur des sujets qui sont en lien avec tout ce qu'on se raconte? Donc lui, alors Tesla, Tesla a travaillé sur la découverte de l'antigravité autour des années... Ce qu'on appelle aussi l'énergie du vide ou pas, l'éther? Tout ça, c'est lié. Donc, de toute façon, alors, l'énergie, c'est le mouvement. En fait, ce qu'on appelle l'énergie du vide, l'éther, ça peut être un océan, mais il peut être au repos ou il peut être agité. Et en fait, l'énergie, c'est le mouvement des terres. En fait. Et on ne peut capter de l'énergie, c'est comme un océan. Si l'océan il est au repos, on ne va rien capter du tout. Ouais. Bon, il faut que ça bouge, quoi. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre quelque chose qui va capter le mouvement. Donc c'est ça la différence entre l'énergie, l'éther, les ondes scalaires. Là, j'espère que ça donne déjà un éclairage pour mieux comprendre toutes ces notions. Mais l'énergie libre, ça va être réussir à capter les mouvements d'éther. Ouais. Et donc, oui, Townsend Brown, donc lui, il apparaît après Tesla, parce que Tesla, donc c'est surtout 1891-12 jusqu'en 1900. Là, il a mené ses travaux sur l'éther. Et Townsend Brown, c'est un ingénieur. C'est dans les débuts des années 20. À 18 ans, il jouait déjà avec des bobines et des tensions de 50 000 volts. Et il s'amusait à peser des gros condensateurs. Et il envoyait des impulsions de 50 000 volts. Et il avait vu que sur une balance, ça changeait, ça créait une poussée. Il arrivait à mesurer la force de poussée en mettant ces condensateurs posés sur une balance dans un sens, ou vers le haut, vers le bas. Bon. Et après, il mettait ces condensateurs, il les accrochait, il les suspendait, il en mettait 2 sur un arbre, et puis ça faisait tourner. Les impulsions entraînaient l'arbre. Et donc, il avait découvert que des impulsions à très haute tension créaient une force de poussée. Et donc, ça, c'est ce qu'avait trouvé aussi Tesla. Donc, Tesla avait trouvé ça, lui, dès les années 1892. Il y a un autre Finlandais, lui, qui a trouvé ça, qui s'appelle Pokletnov, qui est récent, lui, qui redécouvre des choses autour de ça. Ouais. Bon. Et Thomas Townsend Brown, donc il a cette découverte, il a commencé à les faire dans les années 20. Il a publié un brevet là-dessus en 1927, qui a été accordé en 1928. Et après, il a sorti un article dans un magazine de sciences en 1929, Comment je contrôle la gravitation. Et après, il s'est fait. Donc, il était vraiment sur cette force de poussée, alors qui s'appelle maintenant l'effet Bifield-Brown. Alors, Bifield, c'était son professeur d'université qui, lui, croyait un peu à ses manipes, en fait, à ce qu'il avait découvert. Bon. Et alors, l'effet Bifield-Brown, aujourd'hui, est décrié par la science officielle parce que après, il a mélangé ses expériences, il les faisait dans l'air, et un autre effet vient la présence d'air avec de hautes tensions, ça va créer des ions, un vent d'ion, etc., un vent ionique. Bon. Et donc, les détracteurs de l'effet Bifield-Brown disent oui, mais regardez, c'est le vent ionique, et voilà, circuler, il n'y a rien à voir, c'est le vent ionique. Mais en fait, dès 1929, il avait quand même découvert vraiment quelque chose de réel lié à donc, des impulsions électriques. Et ça, ces engins
ces engins. Il a même travaillé, je crois, fait certains de ses travaux en France, il me semble, non? Tout à fait. Alors moi j'ai son rapport. Donc il a travaillé là. Il a travaillé après 1929. Là, il s'est fait embaucher par la Navy. Il a travaillé à la fois sur les condensateurs, qui sont un élément. Les condensateurs, c'est un élément capital dans ces technos. Donc on pourra venir sur le FluxLiner par exemple. Ouais. Alors c'est les condensateurs aussi, les plaques de condensateurs apparaissent aussi dans la soucoupe de l'OTCX1 d'Otiscar. Bon. Et donc après ça, donc il a travaillé pour la Navy. Il était spécialiste donc de la gravité des condensateurs des hautes tensions, des radars, et s'est retrouvé sur le programme d'invisibilité radar de l'expérience de Philadelphie. Mm-hmm. Et après, donc il a été quand même traumatisé par les résultats horribles qu'ils ont obtenus. Donc il a été à l'arrêt pendant plusieurs mois. Après, il s'est fait embaucher. Il a quitté la Navy, mais il s'est fait embaucher chez Lockheed Martin, en gros, dans l'ancêtre des Black Programs chez Lockheed Martin, en gros, pour continuer, j'imagine, des travaux autour de l'antigravité. Et puis, dans les années 50, là, il n'était plus trop chez Lockheed Martin, mais il rebossait par lui-même sur ces propulseurs sous haute tension. Bon. Et sauf qu'il il était dans le collimateur du FBI ou de la CIA ou des agences gouvernementales. Et en tant que civil, il allait redécouvrir ce que l'armée était en train de, ce sur quoi l'armée travaillait dans le plus grand secret. Donc, et lui, il se cachait pas. Donc, ça posait problème. Bon. Et donc, il a pu venir en France. Alors ça, c'est en 1955, le projet Montgolfier. Alors, on peut trouver dans les archives du web. Alors, c'est très compliqué à trouver, mais bon, moi, j'ai donné des liens, mais sur des vidéos, je ne sais plus trop lesquels j'avais donné, sur l'accès à ces documents, sur le projet Montgolfier, où donc, alors, il est venu, c'est à Courbevoie, dans les locaux d'une société d'aéronautique, celle qui a créé le Concorde, en fait, Okay. donc, alors, la Société du Sud-Ouest. Okay. Bon. Et donc, il est venu faire des expériences, parce qu'eux voulaient, les gens de la société voulaient reproduire ce qu'il faisait, ce qu'il publiait. Bon, ils n'y arrivaient pas trop, donc ils l'ont fait venir. Il a bossé il a fait plusieurs voyages en France pour travailler avec eux. Donc, ça s'est étalé entre 55 et 58. Et on a le rapport après officiel des travaux où il confirme que... Donc là, il bossait sous une cloche à vide et il faisait des mesures. Les poussées n'étaient pas gigantesques, mais il prouvait qu'il y avait quelque chose dans le vide. Il y avait une poussée dans le vide. Et il prouvait même que donc, cette poussée... Donc, ils utilisaient des condensateurs. Et selon justement la capacité du condensateur, en fait, le pouvoir isolant du condensateur, la capacité diélectrique, en fait, voilà. Et bien, l'effet est plus ou moins fort. Si vous pouvez mettre 1 million de volts distant de 1 millimètre, vous avez une poussée plus forte que si vous êtes dans l'air et puis que ça claque. Oui. Donc il faut éviter de créer des éclairs. Donc à l'époque, il y avait le titanate de barium qui était 4000 fois plus isolant que l'air. Donc là, vous pouvez mettre des tensions 4000 fois plus fortes sans que se crée un éclair. Et là, vous voyez une poussée. Ouais. Et donc ça, dans le rapport... je ne sais plus si c'est dans ce rapport-là qu'ils évoquent le titanate de barium, où ils disaient que plus le condensateur il a un pouvoir diélectrique élevé, et bien, plus l'effet et la poussée est importante. Et est-ce que ces travaux-là ont été continués de manière contemporaine ou est-ce qu'il y en a des informations publiques ? Tout ça, c'est devenu black. Donc les projets, donc ces recherches, surtout aux États-Unis, elles étaient un peu il y avait beaucoup de publications dans le domaine public autour de jusqu'en 1955. Parce qu'à chaque fois, ils disaient, tous les labos de recherche, sociétés d'aérospatiale, d'aéronautique à l'époque, travaillent sur l'antigravité et dans quelques mois, et c'est une question de semaines avant qu'on découvre les clés de l'antigravité, jusqu'au jour où ils ont découvert. Et puis alors là, silence radio. Oui. Ouais. Oui. Et donc, celui qui a organisé le Disclosure Project, Stephen Greer, selon lui, c'est une information que lui a donnée quelqu'un de la NSA bien renseigné, qui lui dit que c'est en octobre 1954 qu'ils ont trouvé, ils ont compris, etc., qu'ils ont réussi à maîtriser la gravité. Ouais. Octobre 1954. Et on le rappelle, puisqu'on en parle dans la vidéo avec Baptiste Friscourt, mais qu'il y avait avant ça, je crois que c'était en 46, 42 ou 46, le Secrecy Act, qui permet aux États-Unis de venir classifier quelque chose qui vient contraindre la sécurité nationale. 1951. 51. Ouais. Oui. Donc là, effectivement, tout brevet
tout brevet trop en avance sur son temps autour de l'énergie, de l'antigravité ou même du vieillissement, sur la santé, les agences gouvernementales type CIA, NASA et autres, DOI, peuvent, etc. ou Navy peuvent mettre un droit de veto, interdiction. Et présenter la technologie. Voilà. Et alors c'est intéressant, c'est facile d'interroger votre intelligence artificielle préférée qui va vous donner, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle sait dire sur le National Secrecy Act de 1951, et là elle va vous dire il y a 6500 brevets actuellement qui sont interdits de publication. Voilà. Ça, c'est intéressant. Pourquoi 6500, peu importe le chiffre, mais parce qu'ils ont une obligation de déclarer ce qui est sous le couvert du Secrecy Act. Apparemment, oui. Ils disent combien. C'est le freedom. Ils arrivent à savoir, il y a comme des statistiques qui circulent sur le nombre de brevets interdits de publication chaque année et le nombre de brevets qui ont été libérés ou autorisés. Voilà. Et c'est ça que veut Trump aussi, justement, divulguer une partie des brevets qui sont justement sous couvert de ce National Secrecy Act aujourd'hui. Mais le même mécanisme existe, et c'est pas qu'aux USA. Finalement, ils se sont mis d'accord, en gros, dans le monde entier, pour pas que cette science sorte, quoi. Alors, on en a parlé pas mal au début. On va revenir sur le Fluxliner juste après, sur le TR-3B, donc ce fameux triangle noir, le Black Triangle. Est-ce qu'on peut peut-être rentrer un peu plus dans le détail par rapport à l'analyse que tu as pu en faire de ces modes de propulsion, du mode de propulsion de ces différents appareils? Tout à fait. Donc, en fait, il y a deux... Alors, c'est grâce à ce livre encore, et toujours, il y a une page à un moment qui dit Nikola Tesla avait découvert l'antigravité. Et il dit en fait que Tesla, quand il faisait ses expériences avec les bobines de Tesla, il ressentait, quand il se mettait derrière l'impact, derrière la zone d'impact de l'éclair, il ressentait une pression sur ses joues, son corps, et cette pression, il n'arrivait pas à l'écranter avec des murs ou des écrans en cuivre, en n'importe quoi. Il essayait de faire comme des chambres de Faraday, il essayait d'écranter cette pression, et en fait, cette pression traversait tout. Et là, c'est là qu'il a compris, Tesla, qu'il avait découvert ce phénomène d'antigravité, mais non, d'électrogravité. En fait, le vrai terme, c'est l'électrogravité ça va être des impulsions sur le vide. Donc c'est comme sur une balançoire, on pousse quelqu'un sur une balançoire. Bon, là c'est pareil, on va pousser en permanence sur le vide, mais par impulsion. Et donc moi, je suis parti de là et je me suis dit ok. J'ai ressorti, réétudié l'électromagnétisme et où, dans les équations de l'électromagnétisme, où est-ce qu'on peut faire apparaître ça. Et c'est là que j'ai découvert, dans la théorie les équations de Maxwell, il y a 4 équations bien connues des étudiants en sciences ou en physique, mais il y a une condition qui s'appelle la jauge de Lorentz. C'est une condition qui permet de simplifier les calculs. On dit, il y a un terme là qui est compliqué, qui nous embête. On va dire c'est 0. Et comme ça, c'est là qu'on arrive à des solutions qui sont des ondes, les ondes électromagnétiques classiques. Et ce que faisait... Alors, cette condition est vraie. Cette jauge de Lorentz, ça vaut 0. Ça vaut 0 dans les conditions normales, quand on ne va pas chercher les limites de la physique. Mais ce que faisait Tesla, quand il activait ses bobines de Tesla, qu'il allait chercher des millions de volts et qu'il faisait varier, Tesla, il cherchait à atteindre plusieurs millions de volts et à peu près plusieurs centaines de milliers de fois par seconde. Ouais. Bon, et donc là, l'air, il secoue l'espace, il secoue le vide, brutal, quoi. Hein. Ouais. Bon, et c'est là qu'il fait apparaître justement les limites des équations de Maxwell, et que cette fameuse condition, la jauge de Lorentz, n'est plus respectée, et que c'est là qu'on va modifier la pression d'éther, la pression du vide. Parce que l'éther, donc, qui remplit ce vide, qui vient distordre ces courbures d'espace-temps. Alors j'y viendrai. Ouais. J'y viendrai. Donc, l'éther, c'est ce que Tesla a découvert dans ses expériences, c'est que l'éther se comporte comme quelque chose de rigide et d'élastique. Donc en fait, c'est un fluide, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un fluide parfait. Et
ce que j'ai découvert, c'est là que ma contribution, ça a été de mettre en équation tout ça et de caractériser précisément c'est quoi cet éther. Donc cet éther, ça serait dans mes conclusions un fluide parfait. Ok. Et il y a un terme en thermodynamique qui s'appelle le coefficient adiabatique. Bon, c'est une caractéristique du fluide ou du gaz. Et donc j'arrive moi à la conclusion que s'il est compressible, au début j'étais parti sur ce qui s'appelle gamma égale 2. Et si on dit non, en fait, c'est compressible, c'est plutôt gamma égale 3. Mais bon, ça retombe sur les mêmes équations. Et ce fameux gamma, quand on demande à une intelligence artificielle, à votre intelligence préférée, décrivez-moi les caractéristiques d'un fluide parfait de coefficient adiabatique gamma égale 3, et là, il nous dit c'est élastique, mais c'est super rigide, c'est comme un ressort, mais très très dur. Donc c'est quasiment incompressible. Donc vous avez un fluide qui est compressible, mais tellement dur à comprimer que dès que vous relâchez la pression... bon. Donc, interrogez votre intelligence préférée sur c'est quoi un fluide parfait. Et donc, c'est la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que cet éther serait un fluide parfait, donc avec un coefficient adiabatique égal à 3. Et là, on retrouve après plein de choses. On arrive à expliquer plein de choses en physique grâce à ça. Et donc le principe après de fonctionnement de ces engins, donc j'ai compris, là j'avais compris, donc c'est ce que Tesla avait trouvé, il avait trouvé donc il y a deux éléments, il y a deux choses à combiner. Donc il avait trouvé le premier principe, c'était créer cette poussée. Alors cette poussée ou cette aspiration, donc on va modifier la pression du vide. Je vous disais, de toute façon un avion par exemple dans l'air, les ailes de l'avion sont faites pour modifier la pression entre sous l'aile et sur l'aile. Ouais. Et en fait, comme le profil de l'aile est fait que, comme la pression va être différente, c'est Archimède, l'avion va tenir parce que la pression n'est pas la même. Bon, eh bien, un engin à antigravité fait exactement la même chose. Sauf que lui, ce qu'il manipule, c'est pas la pression de l'air, c'est la pression du vide. Donc, il faut, par impulsion électrique, il va falloir créer une surpression dessous, et puis créer, par des impulsions mais inversées, on peut créer une dépression sur le dessus, par exemple. C'est ce que je disais aussi à propos du B2. Lui, il va créer des impulsions électriques qui vont baisser sa pression à l'avant des ailes. Et donc, ça, c'est le principe de propulsion. Donc, on va retrouver dans tous les engins à antigravité, que ce soit donc, le Fluxliner que je n'ai pas encore abordé, ou le TR3B. Donc, c'est comme ça qu'ils vont pousser. Il faut une force de propulsion, de toute façon. Donc, ces ondes de compression, comme je disais, c'est des ondes scalaires. C'est les fameuses ondes scalaires, les ondes longitudinales. Tout ça, c'est pareil. On modifie par impulsion répétée, on va modifier localement la pression. Et ça, donc, on le retrouve, la fameuse jauge de Lorentz, eh bien, c'est quand Tesla jouait avec des millions de volts à des millions de fois par seconde, ou des centaines de milliers de fois par seconde, eh bien, le égal 0 n'est plus égal 0. C'est là qu'on injecte, on modifie la pression. En fait, la formule, j'expliquerai dans des vidéos, ça sera peut-être un peu technique, mais c'est une modification de la pression. Donc, la plupart du temps, on ne modifie pas la pression, donc ça fait égal 0. Mais quand Tesla envoie des impulsions trop fortes, là, c'est plus égal 0, on injecte de la pression, on modifie la pression. Mais il faut aller aux limites, des caractéristiques du vide. Donc là, Tesla avait compris ou trouvé l'électrogravité. Mais il y a un autre principe très important, donc ce principe d'électrogravité. Donc c'est là que les condensateurs quand on envoie avec des condensateurs un champ électrique par impulsion, c'est là qu'on va, sous le condensateur, on va donc modifier la pression. Donc ça, c'est ce que Tesla avait trouvé, c'est ce que Thomson Brown avait trouvé. Donc ça, c'est l'électrogravité. D'accord, c'est clair ? Mais donc, il y a un autre phénomène qui est l'annulation de la gravité, qui va être, en fait, déjà, ça serait tellement plus simple, déjà, si on pouvait, avant de vouloir pousser, si déjà on pouvait annuler la gravité... Qui enlève toute forme d'inertie. Voilà, et donc, ce qui est fabuleux, c'est que quand on enlève, il faut aussi comprendre, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, c'est ce que c'est la masse aussi, parce que les deux sont liés. Ouais. Et donc, je vais expliquer ça, mais quand un engin, donc ces engins, ils annulent la gravité,
Et l'annulation de la gravité va annuler la masse. Donc après, il pèse 0. Et donc, puis après, on pousse un peu. Ce qui explique par exemple les angles droits. Oui, parce que là, ils peuvent freiner. En fait, Accélération on le voit instantanée. Voilà, c'est des accélérations instantanées ou des freinages très brutaux. Mais donc ça, ils sont capables de freiner sur place. En fait, ils ont une masse nulle et ils repartent dans l'autre sens. Donc visuellement, on a l'impression qu'ils font sans freiner. Mais en fait, si, ils freinent, ils s'arrêtent, ils repartent. Ouais. Et donc déjà, la base, c'est de comprendre cette notion de masse, en fait, et pourquoi la masse s'annule. Okay. Donc ça a été un autre livre, pareil, j'ai découvert ça. Donc ça, c'est le cours de physique de l'école polytechnique de 1915, l'année de la parution de la relativité générale d'Einstein, donc par cours de mécanique de l'époque, 1915, école polytechnique. Et c'est là, donc il y a plein de chapitres sur l'éther, où à chaque fois, l'éther était... ça posait comme problème aux physiciens de comprendre est-ce que cet éther existe ou cet éther n'existe pas. Donc c'était vraiment le problème quand même pour les physiciens. Donc régulièrement dans ce livre, revient l'étude de l'éther et là, le professeur Léon Lecornu ne savait pas que Nikola Tesla avait découvert les ondes scalaires, et donc dans toutes les théories c'est dans la théorie de l'élasticité, en fait, comme l'éther est assimilé, après on assimile ça à un corps élastique, mais comme il ne savait pas que Tesla avait découvert les ondes scalaires, il a des choses qui deviennent aberrantes parce qu'il a ce qui s'appelle les coefficients de Lamé. Et là, ça arrive à des résultats impossibles parce qu'il n'avait pas cette information. Il aurait eu l'information que Tesla avait découvert les ondes scalaires, mais toute la physique aurait été changée, quoi. Ouais. Et donc, pour en revenir, donc je disais, il y a la propulsion, et maintenant, la masse, donc c'est là-dedans aussi, pareil, sur le chapitre à la fin, qui explique en fait un corps plongé dans un fluide, un fluide parfait. Ouais. On prend, mettons, une sphère, un ballon qu'on va plonger dans de l'hélium liquide, dans de l'hélium à 4 degrés, et il va jamais, une fois qu'il a une vitesse, il s'arrête jamais, parce qu'il n'y a pas de frottement. Et donc, il peut continuer indéfiniment. Par contre, s'il accélère, là, c'est là que c'est différent. C'est une accélération. Il va y avoir une différence de pression entre l'avant et l'arrière. Et cette différence de pression va créer une résistance. C'est comme si le ballon était plus lourd. Et toutes les formules de physique, c'est toujours la masse, on la retrouve dans des formules liées à l'accélération. F égale m gamma. La masse n'intervient pas sur une vitesse constante. Et c'est là qu'on comprend, et ça c'est ce qui a été trouvé aussi en 1964 avec l'histoire du boson de Higgs, que le vide est plein et que la masse, c'est le frottement, et la masse est liée au frottement sur le vide, frottement entre guillemets. En fait, la masse, c'est le coefficient aérodynamique dans le vide. Donc plus vous avez quelque chose... Si on annule la masse, il n'y a pas de frottement. Oui. Vous annulez la masse, il n'y a plus de frottement. Et le principe qu'utilisent ces engins pour annuler la gravité, donc maintenant, avant d'annuler la gravité, il faut comprendre ce que c'est la gravité. Donc là, je vais expliquer ce que c'est la gravité. Donc pour Einstein, la gravité, c'est une courbure de l'espace-temps. Et donc là, on se dit, annuler la courbure de l'espace-temps, compliqué, quoi. En fait, c'est pas ça du tout. C'est il faut revenir à cette hypothèse que le vide est plein d'éther, mais que cet éther est hyper fluide. Mais on trouve que... alors avant ça, même, il faut comprendre ce que c'est une particule. Parce que je démontre, je vais retrouver... Alors ça, c'est l'hypothèse qui était actée. C'était l'hypothèse aussi à la fin du 19e siècle, qu'on retrouve aussi là-dedans, dans ce livre-là, qui évoque les travaux de Lord Kelvin. Lord Kelvin disait qu'une particule... c'est un vortex. Je reviens à mes notions de vortex, d'éther. Donc, une particule, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est du mouvement. Et en fait, c'est dans ce livre qui explique, donc le cours de Polytechnique, qui explique que il y a tout un chapitre sur ce qu'ils appellent les tubes tourbillons. Des tubes tourbillons dans un fluide parfait. Et ils expliquent que si on a un tourbillon dans un fluide parfait, ça va nécessairement donner un tube infini qui va aller aux limites du réservoir,
Et puis là, sinon, ça ne peut donner qu'un tube circulaire, donc ce qu'on appelle un toroïde. Et donc, eh bien, ça, c'est une particule. Ça, c'est l'hypothèse qu'on retrouve aussi dans un autre livre que j'ai ramené aussi, qui est extraordinaire. Donc ça, c'est un livre d'époque. Ça, c'est l'édition de 1917. Donc là, le livre a 100... Je confirme, il a été amené dans une petite pochette plastique pour le protéger. Il a 108 ans, là. Bon, la première édition, c'est 1905. Donc l'année de la sortie de la relativité restreinte. Et ça, c'est écrit par Gustave Le Bon, donc, qui était à la fois psychiatre et physicien. Donc, à l'époque, il savait faire plein de choses. Et Gustave Le Bon, alors il est connu, Gustave Le Bon, pour avoir écrit des livres comme La psychologie des foules. Okay. Mais il travaillait aussi sur la radioactivité, comme Marie Curie, et c'était extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Et donc là-dedans, ça, c'est un livre que j'ai trouvé récemment, une fois que j'avais publié, moi, tous mes travaux sur les terres. Mais tout ce que je raconte, tout ce que j'ai redécouvert, mais c'est dans le bouquin de Gustave Le Bon. Oui. Sauf qu'il n'avait pas les formules. Donc il expliquait, ça doit être ça. Si, il cite quand même la densité d'énergie du vide. Il disait c'est des millions de tonnes par millimètre cube. Oui, c'est le bon chiffre. Oui. Et pareil, il explique l'augmentation de la masse avec la vitesse, comme Einstein le trouve. Mais c'est un phénomène de mécanique des fluides. Plus on s'approche de Mach 1, en gros, plus on s'approche de Mach 1, plus la masse, plus il va y avoir une résistance. Oui. C'est de la mécanique des fluides. Et donc tout ça, c'est dans le livre de Gustave Le Bon. Et donc, je disais, l'énergie, c'est du mouvement, et une particule, c'est une concentration de mouvement d'éther, et la seule forme possible, c'est un tube circulaire, donc un toroïde. Il faut que ça se referme sur lui-même. Et donc, j'ai un modèle de proton. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. Il y a un physicien qui s'appelle Nassim Haramein, que vous connaissez certainement. Il est très décrié, où ses travaux... alors, comme tous les physiciens, il essaie de trouver des solutions. Des applications. Des solutions, de toute façon, à tout ce qui ne va pas en physique. Ouais. Et... les physiciens classiques, lui tombent dessus ou disent « ouais, mais lui, c'est pas un vrai physicien, etc. C'est n'importe quoi. » Mais c'est pas plus n'importe quoi que la physique actuelle, parce que finalement, il n'y a rien qui va, quoi. Mais même si, il a, dans ses théories, il veut aller vers l'éther, mais il a la différence par rapport à moi, c'est que moi, je dis, les hypothèses d'Einstein sont fausses, et donc le vide est plein, et non pas le vide est vide. Et donc les hypothèses de la relativité générale sont fausses. Et alors que Nassim Haramein essaie de conserver, quand même, de partir de la physique actuelle pour arriver à la physique de l'éther. Mais tant qu'on ne fait pas son deuil, il faut faire son deuil des hypothèses d'Einstein. Pareil pour la physique quantique, où ils arrivent aux bonnes équations. Mais les hypothèses, pareil, ils ont repris les hypothèses de vide et vide, donc ils ne savent pas qu'une particule est un vortex. Oui. Pour eux, une particule, c'est un point. Alors, et c'est un point qui peut être par là. Ils comprennent. La physique quantique est incompréhensible, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est en vrai. Et donc, si maintenant on revient au fait que une particule est un vortex, alors ce que j'ai découvert aussi très récemment, c'est que en fait, l'équation de Schrödinger, la fameuse équation de Schrödinger, eh bien, les vortex obéissent à l'équation de Schrödinger. Et on sait ce que c'est, la fameuse fonction d'onde que Schrödinger ne savait pas ce que c'était. Et on lui a dit, oui, c'est peut-être la densité de probabilité de présence. Mais non, ça nous donne la vitesse de l'éther. C'est ce qui s'appelle le potentiel de la vitesse. Donc, on trouve directement la vitesse de l'éther à partir de la fonction d'onde. Donc ça, c'est les vortex. Alors, c'est ça qui est fabuleux aussi, c'est que on trouve donc des papiers en mathématiques qui... étudie comment les vortex obéissent à l'équation de Schrödinger, mais les mathématiciens vont jamais faire le lien avec la physique quantique, parce que non, ça c'est nous on fait des maths, on fait pas de la physique. Ouais. Donc ça paraît aberrant. C'est fabuleux. Et donc cette particule qui est un vortex, quand on va assembler plusieurs particules, va se créer en fait un phénomène d'aspiration. Parce que vous avez tous ces vortex qui sont assemblés. Et la vitesse de rotation, apparemment, il y a une force résiduelle qui se transforme en aspiration.
Et donc l'éther est aspiré et accéléré, parce que plus il s'approche du noyau, plus ça accélère. Et la gravitation, c'est ça. C'est quand vous mettez tous les protons d'une planète, ça commence à faire beaucoup. Et donc ça, il y a une célèbre expérience qui s'appelle l'expérience de Michelson et Morley, qui a été en fait le début de l'abandon de l'éther, parce que l'expérience de Michelson et Morley cherchait à mesurer cet éther, à détecter cet éther, à mesurer le vent d'éther. Et ça, c'était 1887. Et l'expérience n'a pas donné le résultat escompté. Et c'est là que les physiciens en sont venus progressivement à abandonner l'éther, parce que toutes les expériences de physique qui cherchaient à démontrer l'éther n'apportaient jamais le résultat escompté. Alors, il y avait des expériences avant qui disaient « Ah oui, du coup, l'éther est fixe ». D'autres « Ah non, l'éther, il est totalement entraîné par la Terre ». Une autre expérience « Ah non, là, l'éther, il est partiellement entraîné par l'éther ». Donc, il n'y avait pas... Chaque expérience arrivait à des conclusions contradictoires, et c'est là qu'Einstein est arrivé. Il a dit, on va simplifier, on oublie l'éther et on fait des maths. Alors justement, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de prouver ça au regard des informations que vous avez ou des équations que vous avez pu établir? Souvent, l'argument qu'on m'oppose, c'est de dire, oui, mais la relativité générale est juste, et donc, juste au problème d'énergie noire près ou au problème de matière noire, mais il y a quand même énormément de... les équations, quand même, donnent satisfaction pour pas mal de choses. Alors, comment expliquez-vous que ça soit faux et que l'éther apporterait des bonnes explications? Et je travaille depuis quelques mois avec un ancien professeur d'université de Grenoble, qui lui était professeur de mécanique des fluides et qui s'est spécialisé dans la relativité générale, et qui arrive à démontrer que les équations de la relativité générale sont l'éther va redonner, cette hypothèse d'éther va redonner exactement les mêmes équations. Parce que on peut dire d'un côté le vide est vide, et puis la vitesse de la lumière est constante. Ça, c'est l'hypothèse d'Einstein. Le vide est vide, la vitesse de la lumière est constante. Et puis l'autre hypothèse, c'est le vide est plein et la vitesse de la lumière est variable. Et en fait, les deux hypothèses vont... oui, alors Einstein dit l'espace est courbe, et puis moi je dis, non, l'espace est plat, droit. C'est comme vous avez, mettons, vous faites le Paris-Dakar, vous avez une voiture qui grimpe les dunes, donc là vous faites le Paris-Dakar à vitesse constante, et vous grimpez les dunes, ou vous êtes plutôt sur le plat, mais vous allez ralentir au lieu de grimper d'avoir une trajectoire courbe, parce que vous freinez, vous allez toujours tout droit. Vous allez arriver en même temps, au même endroit. Donc les deux hypothèses physiques vont donner finalement les mêmes résultats. Et alors pour preuve, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Einstein est devenu célèbre, c'est grâce à une éclipse totale en 1919, parce qu'il avait prédit que les rayons lumineux se courbaient au moment où ils passaient près d'une étoile ou près du Soleil. Les étoiles qui sont qui rasent le Soleil pendant une éclipse vont être décalées par rapport à leur position standard. Et donc Einstein avait publié un papier en 1911. C'était en 21 juin 1911, en juin 1911, que Einstein avait publié ce papier qui prédisait la courbure des rayons lumineux. Et puis il disait, ça peut être vérifié le jour d'une éclipse totale. Donc ça peut être vérifié en 1919, le 29 mai 1919, par un astrophysicien qui s'appelle Eddington, au large de l'Afrique. Et là, tout le monde s'est dit, super, Einstein a raison, tout ce que dit Einstein est vrai, quoi. Einstein a raison, c'est fantastique, c'est un génie, et la relativité générale est vraie. Sauf que le papier qu'il a sorti pour cette histoire de courbure de rayons lumineux utilise les hypothèses inversées par rapport à la relativité générale. Donc la relativité générale dit le vide est vide et la vitesse de la lumière est constante et l'espace est courbe, mais le papier d'Einstein de 1911 utilise les hypothèses inverses. Donc c'est Einstein lui-même qui prouve que les deux jeux d'hypothèses arrivent au même résultat.
Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement, à travers ces travaux-là, à prouver finalement sur l'existence de l'éther ou cette formulation? C'est Tesla, en fait, les expériences de Tesla. En fait, Tesla ne faisait que ça, en fait, des expériences qui prouvaient l'existence de l'éther. C'est tout ce qu'il a fait à partir de 1892. Oui, mais aujourd'hui, comment est-ce que il faut reproduire les expériences de Tesla. Et ça, on est capable de le faire? Il faut jouer avec des millions de volts ou il faut reproduire ces expériences. Mais déjà, les équations, on démontre que théoriquement, c'est possible. Déjà, on explique pourquoi les équations, la relativité générale d'un point de vue équation paraît valable, parce que ça va redonner les mêmes équations. Ouais. Et par contre, il y a du coup, on va expliquer ce que c'est la masse, ce que c'est une particule, toutes les choses que la physique actuelle n'arrive pas à expliquer. Deviennent explicables, mais très simplement. J'ai sorti un papier de physique théorique qui reprend 10 points de physique, et chaque fois, l'explication tient en 3-4 lignes. Ouais. Donc, ça devient ultra facile. Et puis, on retrouve des concepts physiques de base que tout le monde peut comprendre, alors que la relativité générale, personne ne comprend. Et puis, la physique quantique, c'est pareil. Donc, Feynman, un des pères de la physique quantique, disait que si vous dites que vous avez compris la physique quantique, vous êtes un menteur, parce que même eux... même eux ne comprennent plus la physique quantique, parce que il n'y a plus rien à comprendre. Ce ne sont plus que des maths, mais comme on n'arrive pas à comprendre, de se donner une représentation physique qui tient la route, ils ne comprennent plus ce qu'ils font. Ouais. Alors, on a parlé du TR3B, des différentes possibilités de propulsion. Qu'en est-il du Fluxliner? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à cette... Oui, alors, le Fluxliner, c'est l'engin, c'est de là que sont partis tous mes travaux. Est-ce que tu peux peut-être rappeler comment il se... Oui, alors, je donnerai une photo... qu'on mettra en... Oui, on trouve très facilement. Et donc, quand j'avais pris ce livre de Paul Laviolette sur Anti-Gravity Propulsion, où Tesla avait découvert ça, ça c'était donc en début 2016 que je me suis vraiment... je me suis dit, voilà, je veux comprendre comment ça marche. J'avais découvert 2-3 ans avant la conférence du Disclosure Project avec Stephen Greer, mais je m'étais surtout intéressé dans cette conférence où il y a 21 témoignages, je m'étais surtout intéressé en gros aux témoignages qui parlent d'engins extraterrestres, etc. Et il y avait un témoignage sur lequel je n'avais pas trop percuté à l'époque, et là c'est le témoignage de Mark McCandlish, qui était un dessinateur graphiste pour l'US Air Force, et qui faisait tous les dessins de couverture, des schémas pour des avions futuristes ou des engins futuristes. Et ce témoignage, en fait, dans cette conférence du Disclosure Project, il présente cet engin secret américain, alors qu'un ami à lui a vu, donc là, le Disclosure Project, on est en 2001, on est mai 2001. Ce qu'il raconte, c'est quelque chose qui s'est passé en 1988, en novembre 1988, c'est-à-dire 13 ans auparavant. Et ça, c'était donc un week-end de novembre 88. Il avait prévu d'aller avec un pote à lui dans un salon aérien, mais militaire, ultra secret, donc réservé vraiment aux militaires et tout. Et puis, il s'était décommandé au dernier moment parce qu'il a eu une demande urgente pour la couverture du prochain magazine. Donc, il dit, il est resté à bosser tout le week-end. Et son collègue, il le rappelle le lundi matin, il lui a dit, t'aurais dû venir parce que j'ai vu des trucs que j'aurais pas dû voir. Et son ami, qui s'appelle Brad Sorensen, avait pu aller là, chez Lockheed, donc dans les locaux de Lockheed. Donc là, on est certain que c'est fait par Lockheed Martin, cet engin secret, parce que c'était dans le hangar des Lockheed Skunk Works. Et là, il y avait 3 soucoupes. Et là, ça a même été confirmé après par l'assistante du sénateur ou du coin, qui disait oui, il y a 3 engins exposés et tout. Et il y avait donc une soucoupe moyenne et une grande. Et il y avait des schémas explicatifs. Et donc là, son ami, lui, avait pu faire les croquis avec toutes les explications qui étaient données. Et puis après, il les a donnés à Mark McCandlish. Et qui, lui, dessinateur graphiste, il a pu faire un truc au propre. Et là, donc, on a le plan. On a un schéma de l'engin. Et c'est là donc qu'on voit, en bas, on voit comme un gâteau découpé, 48 parts de gâteau découpé, c'est tout un socle. En fait, tout le socle, il est circulaire, c'est un engin circulaire. Il y a tout le socle qui est découpé comme des parts de gâteau. Donc, ce sont des condensateurs. C'est 8 couches de condensateurs dans lesquelles on va pouvoir injecter des impulsions à haute tension.
Et le fait que ce soit découpé, ça permet de mettre la poussée où on veut, répartir la poussée comme on veut, pour se pencher, pour pousser droit, selon comment on répartit la poussée, ça s'incline ou pas. Ouais. Et donc il faut maintenant créer ces impulsions. Et ces impulsions, en fait, dedans, il y a une gigantesque bobine de Tesla qui crée des millions de volts, qui va donc créer ces impulsions. Et donc là, on a déjà une partie du schéma électrique, c'est comment on crée les impulsions. Mais on n'a pas encore le générateur. Et donc il y a un générateur à mercure. Donc là, c'est une colonne de mercure. Mais j'ai une vidéo, c'est ma vidéo numéro 3 qui explique le fonctionnement de ce générateur à mercure et qui s'appuie sur un effet connu pour moi qui s'appelle le moteur homopolaire de Faraday. Et donc le mercure va tourner dans un champ magnétique et ça crée un courant, et à un moment ça va créer plus de courant que ce qu'on consomme à faire tourner le mercure. Et là on a un générateur à énergie libre. Et là on va avoir donc un générateur à énergie libre qui a un double effet. Il va avoir cet effet d'un générateur d'électricité pour alimenter les bobines de Tesla, et ça va créer aussi pour moi un allègement de la masse. Alors je sais pas dire, je sais pas si ça annule complètement la masse. Alors même si quand Brad Sorensen était chez Lockheed, il disait les engins flottaient, en fait, les engins n'étaient pas posés au sol, mais en fait ils flottaient sans bruit, quoi. Ouais. Et donc ça veut dire que la double colonne de mercure, elle, crée cette notion de vortex et va empêcher la gravité. Alors je ne sais plus si j'ai fini d'expliquer. Donc la gravité, c'est ce flux d'éther qui est aspiré et qui descend. C'est comme vous êtes dans une rivière, vous êtes emporté par le courant. Et donc, pour ne pas être emporté par le courant, il faut créer un tourbillon autour de soi pour que le courant, en supposant qu'en plus c'est un fluide parfait, voilà. Eh bien, si vous créez un tourbillon autour de vous, le flux va faire le tour et vous ne serez pas emporté par le courant. Et donc là, le Fluxliner, c'est pareil. Donc, ce double vortex de mercure, eh bien, va isoler l'engin Fluxliner dans une bulle, et le flux de gravité qui normalement traverse, eh bien, il fait le tour. Ouais. Et alors, on retrouve ça. Donc, ce principe-là, pour tous ces vaisseaux, alors j'ai une vidéo, ça s'appelle la vidéo 81, qui compare justement 4 ou 5 engins, donc qui sont de conception très différentes. Donc, il y a le Fluxliner, le TR-3B, et puis d'autres engins. Mais en fait, même si apparemment la conception, les principes sont différents, les principes de base, les deux principes de base, c'est les mêmes. C'est-à-dire, les principes physiques derrière. Ouais. Voilà, il faut s'isoler dans un vortex, s'isoler du flux de gravité d'une manière ou d'une autre. Pour annuler la masse, annuler la gravité, ça c'est le premier point. Et deuxième point, il faut après pousser, il faut créer une poussée d'une manière ou d'une autre pour avancer dans la direction où on veut. Alors justement, petite question là-dessus, parce que parmi certains des témoignages qu'on peut écouter ou voir, il y a cette notion de, comme tu en parlais, de plasma, ou en tout cas une sorte de nuage ou de petits champs autour de ces objets-là. Il y a aussi des expériences où des avions sont approchés un peu trop proches, il y a une perturbation électronique autour, et même parfois certains qui sont approchés trop près de ces objets et qui ont été soit irradiés ou qui ont eu des phénomènes un petit peu différents. Oui, c'est très très dangereux. À la fois sur le champ alors l'espace qui est courbé, ou alors c'est la pression qui change, la pression du vide qui change. Donc ça peut être quand même un peu violent pour la structure d'un avion s'il s'approche d'un champ de gravité qu'il n'est pas censé supporter ça. Donc cette fameuse courbure de l'espace, c'est une courbure du champ de pression, et combinée à des effets électromagnétiques très très puissants, donc des rayonnements très très puissants. Donc il faut, surtout pour un humain non protégé, pas bon, quoi. Justement, tu fais une bonne transition. On l'a évoqué très brièvement tout à l'heure. Espace, temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta compréhension à travers, on va dire, si on passe la limite de la physique actuelle sur notre compréhension de l'espace et du temps? Oui, d'accord. Donc là. Alors merci pour la question. Donc c'est des sujets sur lesquels je travaille actuellement, en lien aussi avec les travaux de Nikolai Kozyrev. Donc Nikolai Kozyrev dit avoir découvert que le temps
c'est un champ, il y a deux notions. Il y a la notion d'énergie vitale, le prana, le chi, le ki, donc qui est considéré par certains comme un peu une légende, ou est-ce que tout ça, ces notions est-ce que c'est un principe culturel ésotérique ou pas, quoi. Voilà. Et donc ça, on se dit, est-ce que c'est vrai dans la culture, surtout les cultures orientales, ils ont ces notions, mais donc il y avait quand même en Occident, il y avait Wilhelm Reich qui a découvert l'orgone. On retombe sur ces mêmes principes. Est-ce que ça existe vraiment ou pas? Donc moi, je fais des recherches là-dessus. Et donc Nikolai Kozyrev disait que l'énergie vitale, c'est un champ de torsion, et le temps, c'est un champ de torsion aussi. Donc, et il dit que le temps, c'est cette énergie vitale, et on a d'autres informations par ailleurs que dans l'espace, le temps ne s'écoulerait pas du tout de la même façon. Alors, pas comme le pense Einstein, mais... et donc, pour moi... On le voit dans Interstellar, d'ailleurs. D'accord, ouais. Et donc, j'en arrive à des conclusions, mais je cherche à mener des expériences autour de ça, sur le fait que le temps caractérise ce champ de torsion, en fait. C'est une mesure, en fait. Le champ de torsion, pour moi, est caractérisé par plusieurs paramètres, au moins 3, et... En fait, ça donne un vecteur, et la norme de ce vecteur serait la densité du temps. Et comment tu peux, à travers une expérience... je travaille là, moi, avec des cristaux, des choses, et des bobines et des cristaux, et je cherche à ralentir le temps dans l'environnement des cristaux. Mais bon, pour l'instant, je me suis dit, ça serait quand même super... Donc ça, c'est des expériences dans des labos de physique, il faut des appareils ultra sophistiqués. Et moi, je me dis, ce que j'aime bien les expériences vraiment basiques. Je suis en admiration de Lavoisier qui pesait les gaz au XVIIe ou je ne sais pas quel siècle, XVIIIe siècle, et qui a découvert rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avec rien, quoi. Bon. Et donc là... comme je cherche à manipuler de la gravité et le temps, je me dis l'instrument le plus simple pour mesurer la gravité et le temps, c'est le sablier. Et donc j'ai tenté pendant au moins plus d'un mois de faire des expériences pour modifier l'écoulement de sablier qui sont dans un environnement d'un appareil qui est censé localement créer des ondes scalaires. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi, mais la précision que j'ai... si, une fois, ça m'est arrivé quand même... J'ai accélérer le sablier. Une fois, j'ai pu réussir à accélérer le sablier de 10 secondes, mais je ne sais pas si c'est une erreur de... je ne sais pas dire, mais bon. Donc, voilà, je me dis, il y a un lien où j'aimerais réussir à démontrer le lien entre le temps, l'énergie vitale, les ondes scalaires, et que le temps serait une mesure de cette densité de champ de torsion. Justement, si on se projette un peu, et on parlera potentiellement de ta compréhension en tout cas de où peuvent se situer aujourd'hui en termes technologiques les États-Unis et la Chine. Nous, on est français, donc je vais parler de ce qu'on peut faire en France. À travers tout ce que tu as décrit, finalement, les compléments d'une physique qui serait un peu limitée aujourd'hui, comment est-ce que, à travers que ce soit les ondes scalaires ou les différents phénomènes dont on a parlé, on pourrait détecter justement ces phénomènes à travers peut-être des nouveaux types d'appareils, de nouvelles expériences? Alors moi, mon souhait, c'est de pouvoir réussir à travailler avec des labos de physique. Typiquement, j'ai écrit il y a 2 mois au labo de physique à Palaiseau où travaillait Alain Aspect. C'est ce genre de labo, en fait, c'est eux qui j'aimerais réussir à sensibiliser au sujet. Parce qu'ils ont des moyens que je ne peux pas avoir dans mon salon. Et donc, mon rêve, c'est de réussir déjà à intéresser les scientifiques à cette théorie de l'éther. Quand on fait le comparatif entre tout ce que la science moderne n'arrive pas à expliquer et tout ce que l'éther arrive à expliquer simplement en disant en plus maintenant que les équations de la relativité sont conservées. C'est ça mon souhait, c'est vraiment réussir à être en contact avec des chercheurs ouverts d'esprit pour se reposer la question de la validité de la relativité générale, ou en fait des hypothèses physiques de la relativité générale et de la validité des hypothèses physiques de la mécanique quantique. Donc là, il faut quand même des chercheurs ouverts d'esprit parce que là, c'est quand même remettre en cause 100 ans d'acquis, donc c'est mal vu. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres types de capteurs que les radars relativement classiques, que les images qu'on peut détecter, qui peuvent faire office de preuve par rapport à ce qu'on a vu aux États-Unis, mais par rapport à ce que tu dis. Alors non, ça peut être des dispositifs très très simples, parce que Tesla avait sorti un brevet
sur l'énergie radiante, mais son détecteur, c'était une plaque et puis un condensateur, quoi. Alors bon, encore faut-il avoir des ondes scalaires suffisamment péchues. Donc bon, là, j'essaye de monter des manips comme ça. Mais bon, pour l'instant, ça donne pas. Donc, le problème, c'est qu'à part capter le 50 Hz, c'est tout ce que j'arrive à faire, parce que mon environnement chez moi, c'est quand même pollué. Donc, il faut réussir à s'affranchir des conditions environnementales. Et le 50 Hz, il rayonne partout. Donc, trouver un signal faible, alors qu'il y a du. Bon, donc, pour l'instant, toutes mes manips, j'arrive qu'à capter le 50 Hz. Ouais. On en a parlé un petit peu au début. On a parlé des Black programmes américains, énormément de la CIA et en tout cas des différentes organisations. La Chine aussi a ouvertement dit qu'elle travaille sur le sujet en ayant établi aussi de l'IA autour de tout ça. On sait que la Russie est évidemment intéressée au phénomène. Après savoir quel est le degré d'avancement de ces technologies, c'est difficile de le savoir. La France a été pionnier avec la création du GEPAN en 77 en lien avec le CNES. Où est-ce qu'on en est, panorama global aujourd'hui de l'usage potentiellement de la rétro-ingénierie de ces technologies et allez, si tu devais échanger avec le ministre de la Recherche ou des Armées, que tu avais un budget limité, qu'est-ce que tu ferais? Je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que j'ai effectivement cherché à contacter. Alors j'ai assisté moi à un forum en mois de mars. Par le ministère des Armées, non, il me semble. Oui, qui avait lieu à l'école militaire en 3 jours. C'était le Paris Défense Stratégie Forum 2025 qui... l'objectif, c'était d'identifier la stratégie pour l'Europe, stratégie de défense pour l'Europe pour les 25 années à venir. Et bon, alors il y avait tout l'OTAN et plein de gens ultra importants et plein de ministres qui étaient là. Bon, et il y avait quand même une session sur le phénomène OVNI le dernier jour. Bon, il y a eu une conférence. Alors il y avait une dizaine de salles et 10 conférences en parallèle, donc on ne peut pas tout voir. Mais donc là, il y avait quand même une conférence ouverture. là-dessus. Voilà. Mais j'ai été totalement dépité de voir à quel point ils sont totalement déconnectés de la divulgation qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Avec les auditions au Congrès et tout, je participe aussi où j'ai des contacts avec une association qui s'appelle la 3AF Sigma 2 qui étudie le phénomène OVNI. Et donc moi j'ai eu des premiers contacts, ça date de 2017 où ils avaient étudié mes premières vidéos sur l'électromagnétisme et après j'avais eu des contacts, mais à chaque fois je sens quand même un barrage où c'est assez étrange où j'ai publié la publication que j'ai donnée, que j'ai sortie, qui réexplique en fait toute cette physique de l'éther. Eh bien, je l'ai envoyé à la 3AF Sigma 2. Dès que j'ai envoyé ça, 2-3 jours après, j'ai été contacté par un des conseillers scientifiques. Il y a 3 conseillers scientifiques qui ont planché sur mon papier. Okay. 2 étaient super emballés. Et puis un autre qui est pro-Einstein disait non, c'est pas possible et tout. Mais j'attends une audition. Ça va faire 1 an et demi que j'attends une audition pour aller expliquer ça. Parce que s'il y a vraiment des gens qui devraient s'intéresser à ça, à la technologie de ces engins, c'est bien 3AF Sigma 2, parce que c'est leur but. Et le rapport, en fait, ils ont sorti un rapport en 2021, juin 2021. J'avais justement envoyé pas mal de mes travaux juste un mois avant la sortie des rapports à la commission Sigma 2. Et la conclusion de la commission Sigma 2, c'est ces engins existent vraiment. Ils ont des performances de vol inexplicables et ils utilisent une autre physique. Oui. Il faut s'y intéresser du coup. Oui, mais ça c'était donc le rapport de 2021. J'aurais déjà donné toutes mes infos sur la physique de l'éther. Le papier sur la physique de l'éther, et ça fait plus d'un an et demi qu'il est publié. J'attends une invitation, une audition qui n'arrive pas et je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est une spéculation pure. Est-ce que tu penses que les services français ou que les opérateurs de la défense française travaillent comme le Skunk Works chez Lockheed Martin sur des projets de ce type ou des technologies de ce type? J'espérais, mais quand je suis allé au salon, là, donc à ce salon, j'ai été quand même fortement déçu parce que j'ai vu que les gens, même les gens de Sigma 2, ne veulent pas croire l'avancée réelle des Américains, des groupes de défense américains, parce qu'ils disent on n'a pas de preuves, alors qu'en fait, il y a le Fluxliner, il y a le TR-3B, donc si, il y a des preuves, mais en fait, ils ont tellement de retard qu'il y a un déni. Pour moi, c'est le Minitel face à Internet, quoi. Pour moi, est-ce que c'est une posture
parce qu'ils ont vraiment quelque chose et en fait, il faut nier et faire un peu les idiots. C'est une possibilité. Bon, c'est une possibilité, mais je les sens quand même de bonne foi. Et c'est ça qui m'inquiète quand ils disent qu'ils y croient. Ouais, j'ai tous ceux avec qui j'ai discuté, mais j'en ai trouvé que deux ou trois qui étaient intéressés par le phénomène OVNI et tout le reste, ils disent c'est n'importe quoi. Donc, je suis quand même franchement inquiet. Et il y a eu... Jean-Pierre Petit est passé sur la chaîne aussi. Oui, absolument. Bon, et donc, lui, il a expliqué comment c'est compliqué toute sa carrière. Il s'est confronté à ce MHD, mur. etc., Il s'est confronté à un mur des militaires, des scientifiques, pour ses travaux, pour ses approches nouvelles et tout. Et donc, on voit comment ça s'est accueilli très froidement. Pareil, le rapport Cometa en 99 qui aurait dû faire l'effet d'une bombe en France. Ça n'a pas intéressé tellement Jospin à l'époque. J'ai quand même l'impression que ça fait l'effet d'un pétard mouillé. Mm-hmm. Bon, donc, je suis franchement très inquiet. Qu'est-ce qui manque ? C'est quoi ? C'est culturel en France où il faut parler plus du phénomène ? En fait, la désinformation de la CIA a été tellement efficace que tous ceux qui sont aux commandes maintenant, qui ont les plus grandes responsabilités dans les groupes de défense, de recherche, même état-major de l'armée de l'air, etc. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le colonel Jack Crean, qui est un témoin majeur du phénomène OVNI en France et qui est régulièrement avec le chef d'état-major, des généraux et tout, et qui est là à leur essayer de les éveiller au phénomène, mais il se heurte quand même à un mur... Oui, il nous faudrait un mur d'incompréhension. C'est un mur d'incompréhension, d'incompréhension, quoi. Oui, j'avais même écrit au chef d'état-major de l'armée de l'air. Il y a 30 ans, 40 ans, Stephen Greer raconte que c'est lui qui a briefé Clinton. Stephen Greer, qui était juste un médecin, médecin urgentiste, c'est lui qui a briefé Clinton et le directeur de la CIA, Woolsey, je crois, sur le phénomène OVNI. Et donc, je me suis dit, OK, je vais y aller au culot. Je vais écrire au chef d'état-major pour leur proposer une conférence, pour leur faire un peu une séance de rattrapage sur les programmes spatiaux secrets américains. Parce que, oui, là, le forum ou la conférence, c'était de dire, l'objectif, c'est la domination de l'espace. Oui, bien sûr, c'est la domination de l'espace. Et puis, juste avant, ils expliquent que les Américains ont lancé quelque chose comme, mettons, 50 fusées, les Chinois 30, et puis l'Europe 3, quoi. OK. L'équation est vite pesée, quoi. Il y a quand même un méchant problème. Donc, comment l'Europe va rattraper ce retard, mais qui est gigantesque, parce que la désinformation a été tellement bien effectuée que même eux sont désinformés. Alors, à l'époque, je pense que dans les années 50, il y a eu les grandes vagues en 54. Donc là, l'armée de l'air française ou l'armée française était forcément bien au courant de ça. Mais les générations de maintenant, non, ça a été occulté, quoi. Ouais. Donc, ils ne sont, pour moi, clairement, j'espérais trouver quelques éléments pour me rassurer sur le fait que ils font de la recherche et tout. Mais je suis allé au Salon du Bourget, pareil, qui a eu lieu au mois de juin. J'ai écumé le Salon du Bourget. Il y avait tout un bâtiment spatial, et puis après, il y avait aéronautique. Alors, aéronautique, ils ne sont pas du tout ouverts. Mais spatial, c'est pareil. J'ai trouvé 2 personnes dans le bâtiment où étaient exposés avec tous les stands, intéressés par le phénomène OVNI et un tant soit peu éveillés sur le fait que les Américains et les Russes et les Chinois, ils ont de la techno, mais nos ingénieurs... et pourtant, on a les ingénieurs parmi les plus brillants de la planète, en plus. Moi, j'avais un service de 60 ingénieurs et j'ai vu passer aussi... J'ai travaillé beaucoup avec l'école centrale, parce que j'ai fait Centrale Paris bien longtemps. J'ai eu beaucoup d'élèves de Centrale Paris. Chaque été, on avait une dizaine d'étudiants. Mais pareil, j'essayais de les éveiller un peu. J'ai pas réussi à en éveiller un seul, quoi. Pas un. Et non, il y a vraiment... en fait, désapprendre, c'est très, très dur de désapprendre. Parce que là, on nous demande de désapprendre quelque chose qu'on nous enseigne depuis 100 ans, quoi. Ou d'être sceptique, mais avoir, une ouverture d'esprit aussi importante que son scepticisme pour faire de la vraie recherche et se poser des questions. Et la recherche, c'est justement, de toute façon, creuser les choses qui ne marchent pas. Et c'est ça, la vraie recherche. Et moi, je suis parti de ça. Je veux comprendre comment c'est possible. Et c'est en s'appuyant sur des choses vraiment concrètes, quoi, et de la physique, de la vraie physique. Oui. 2 questions, Chris, avant de conclure.
Qu'est-ce qui pourrait pousser, et c'est souvent l'image que peut renvoyer l'écosystème autour de Donald Trump, qui pourrait être le président de la révélation, qu'est-ce qui pourrait pousser ce président à faire une révélation fracassante? On avait même vu que sur la plateforme Polymarket, qui est un marché de prédiction, à un moment donné, il était question que le oui l'emporte sur le fait qu'il y ait une divulgation ou une déclassification du phénomène OVNI. Quel est un peu ton ressenti par rapport à Trump et sa capacité à pouvoir parler du phénomène? Là, clairement, quand même, avec les auditions au Congrès, ils vont quand même avoir du mal à continuer à nier. Donc, je pense que là, c'est un peu la boîte de Pandore, où ça y est, ça sort, où le chat est sorti du sac. Oui. Donc, il va bien falloir commencer déjà à répondre par l'affirmative à la première question. Oui, nous sommes visités. Mais après... Par qui, par quoi? Alors après, ça soulève plein de questions. Que veulent-ils? D'où viennent-ils? Comment font-ils? Etc. Et pour moi, on voit, de toute façon, il va y avoir toute une lutte. La désinformation qui a eu lieu depuis 70 ans, 80 ans, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête du jour au lendemain et qu'on va tout nous dévoiler, parce qu'il y a plein de choses inavouables. Donc, on va encore continuer à cacher des choses. Donc il pourrait y avoir une divulgation progressive ou contrôlée, en fait. Oui, ça il faut s'attendre à ce qu'il y ait même une guerre de l'information sur oui, c'est vrai, c'est pas sur chaque réponse à chaque question, c'est depuis quand travaille-t-il vraiment. Donc ça va soulever plein de questions et il va y avoir des luttes d'influence et tous ceux qui ont caché, qui étaient impliqués dans ce secret vont essayer de tout faire pour paraître responsable mais non coupable, en gros. Donc il va falloir lire entre les lignes pour savoir où est la vérité là-dedans, quoi. Ouais. Bon, et Chris, dernière question, parce que je vois qu'on a toqué à la porte et qu'il ne me reste que quelques minutes. Et pourtant, c'est une question qui pourrait nous emmener vers un nouveau podcast. Quelle est, en quelques mots, et ce sera peut-être l'ouverture justement d'une nouvelle invitation, mais ta compréhension de la conscience? C'est les travaux, c'est là-dessus que je travaille actuellement. La conscience, pour moi, c'est... Donc déjà, notre conscience, c'est une interface. Donc il y a une conscience universelle. Et après, on aurait, nous, on est interfacé sur cette conscience universelle. Donc, la conscience n'est pas dans le cerveau. Paraît-il qu'elle serait dans le cœur. Et la glande pinéale est notre interface, en fait. Donc, c'est avec une structure cristalline. On arrive à interfacer. Donc, on arrive à communiquer ou à recevoir des informations, comme typiquement les médiums. Pour moi, ce sont des ondes. Les ondes scalaires. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a les ondes scalaires, c'est l'outil, en gros, pour interagir avec une conscience universelle. C'est le Dieu, c'est la source, donc chacun peut l'appeler comme il veut, mais il y a cette conscience universelle qui existe et on a moyen de s'interfacer avec elle par notre glande pinéale. Et donc, le moyen de communication serait les ondes scalaires qui ont échappé à la compréhension de la physique actuelle, quoi. Ouais. Voilà où j'en suis dans mes réflexions. Chris, on mettra évidemment toutes les références des livres dont tu nous as parlé. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui se posent la question? Alors, j'ai une chaîne YouTube, en fait, qui s'appelle Chris Esson, Science Interdite. Et puis, ce qui est organisé par playlist, et vous pouvez retrouver soit par thématique, les différentes thématiques, soit l'antigravité, ou après le phénomène OVNI en général. Donc il y a des vidéos de physique pure, des vidéos liées au phénomène OVNI, mais avec des divulgations et des informations venant de divulgateurs non reconnus officiellement, mais ce sont des informations quand même intéressantes qu'il faut étudier. Et puis une autre playlist avec toutes mes conférences. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations et à vous après de vous faire votre propre opinion. Merci beaucoup, Chris. Merci à toi, César.